François-Marie et je vais t'afficher tes quelques diapos que tu avais préparés. Hop, 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 hop. Voilà. Ben, François-Marie, je te laisse présenter notre expert. Voilà, tu as le diapo. Oui, ben je le laisserai se présenter tout seul parce qu'il a tellement de Parfait. titres que je ne retiens pas tout. Je veux simplement dire que par ordre alphabétique, il est à côté de moi à l'Arcom et qu'on papote beaucoup. Euh, voilà, donc on est réunis ce soir. Alors je vous préviens tout de suite, comme ça on n'en parlera plus. Vous en avez pour 1 heure et demie de sédentarité, d'inactivité physique et vous allez amputer votre sommeil. Et ça va être à cause de l'écran, parce que l'écran est en effet responsable de ce genre de problème. Diapositive suivante. Juste pour dire nos pauvres parents sont face à des injections contradictoires tout le temps. Diapositive suivante, parce que tout se fait au numérique. Vous venez de déclarer vos impôts ou vous allez déclarer vos impôts sur le numérique, mais vous faites aussi plein d'autres choses, dont les contacts avec l'école. Et diapositive suivante, ils s'informent aussi par les vrais journaux, entre guillemets, en ligne, mais aussi par les médias algorithmiques. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas d'acculturation particulière à ce genre de médias et ne savent pas exactement ce qu'ils font quand ils sont, ce que font plutôt les prédateurs qui sont derrière les médias algorithmiques. Et malheureusement, et ça je pense que Grégoire en parlera, les enfants sont aussi sur ces médias algorithmiques. Et comme les parents ne savent pas et les enfants ont du mal, et peut-être en savent un peu plus que sur les algorithmes, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Diapositive suivante. Pression d'un monde tout numérique, et on n'arrête pas de leur dire, mais pourquoi vos enfants sont devant les écrans? C'est un drame, c'est dramatique, ils vont devenir des crétins digitaux. On a même interdit les écrans aux moins de 6 ans depuis très peu de temps, et avec des sociétés qui sont malheureusement des sociétés amies, et on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Diapositive suivante, on va juste faire un petit peu de récapitulatif. Euh, L'AFPA est sur le problème des écrans déjà depuis la conférence de la famille en 2005. Juste pour rigoler, c'est que comme je mettais en place un site internet, on m'a dit, Caron, t'es bon sur internet, tu vas aller à la conférence de la famille pour la protection sur internet. Mais bref, on a fait une conférence de la famille avec des recommandations. C'était l'époque des contrôles parentaux et on ne savait pas encore grand-chose nous, mais on a commencé à s'intéresser, mais on était déjà en retard puisque le smartphone arrivait. Le deuxième moment où on apparaît, c'est pour la recommandation du CSA. Vous savez que Tisserand avait lancé une pétition avec avec De Lyon et puis je ne sais plus qui le troisième. Bref, sur pas d'écran avant 3 ans, puisque il y avait les Américains qui avaient des émissions de télévision à partir de 6 mois, en particulier pour l'endormissement des enfants. Il y avait même des télés qui se mettaient dans la chambre pour que quand les enfants se réveillaient, les programmes démarraient. Donc c'est à ce moment-là, c'est de là que date la recommandation, pas d'écran avant 3 ans. Et aussi, nous, on a mis en place avec Serge Tisseron les 3, 6, 9, 12 pour essayer d'accompagner les parents et on avait besoin de ces balises qui nous ont bien aidés. Entre-temps, il y a eu les recommandations de l'Académie des sciences. Après, nous, on a fait le point sur 5 ans d'expérimentation des 3, 6, 9, 12 et on a fait une enquête auprès de nos familles pour présenter ça au GPG. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était une catastrophe puisqu'en fait, les enfants de moins de 3 ans, ils étaient 50% à être sur les écrans. Il y en avait 20% qui étaient devant le journal télévisé. Ils avaient tous une tablette, des jeux vidéo. Enfin bref, on avait beau avoir essayé de semer la bonne parole, le bon grain, ça n'avait pas vraiment bien marché. Si bien que nous, on a changé de cible en fait et qu'on s'est adressé vers les parents. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a lancé la campagne La meilleure application pour votre enfant, c'est vous. Et toutes les actions qu'on décline sur les écrans à temps pour tout avec le jeu de cartes qui marche bien puisqu'on a déjà formé 4000 professionnels de santé sur l'utilisation des jeux de cartes en atelier et que je vais d'ailleurs être jury d'une thèse en Grenoble en juin sur l'utilisation de ce jeu de cartes en consultation de médecine générale et ça intéresse beaucoup les médecins généralistes. Avec Jonathan Bernard, on a aussi fait des recommandations aux sages-femmes puisque en fait, il faut aussi mettre en face les parents devant leur utilisation des écrans eux-mêmes et demeure le risque de technoférence. Et après, il y a eu la commission Macron, dont Grégoire faisait partie, et Jonathan Bernard aussi,
qui a sorti un rapport, les enfants écran à la recherche du temps perdu, un rapport qui faisait un petit peu le point sur l'état de la recherche, avec un groupe qui était tout à fait disparate, enfin avec des gens qui avaient des opinions tout à fait différentes, qui venaient d'horizons différents, mais ils sont arrivés à un consensus pour donner à peu près un certain nombre de propositions qui sont, que je trouve moi très pertinentes et qui sont en attente d'être mises en place, mais vu le brin que c'est actuellement au niveau des gouvernements qui changent sans arrêt, c'est un petit peu long. Diapositive suivante. Ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que ça concerne aussi les politiques, ce problème. Alors les politiques au niveau de l'Europe avec le Digital Service Act qui date de août 2023 et qui a un gros volet sur la protection de l'enfance et qui a des moyens lourds de pénalité puisque c'est 3 à 6 du chiffre d'affaires mondial d'une boîte comme TikTok ou autre, si jamais ils vont au maximum des pénalités pour essayer de protéger et au niveau de l'âge et au niveau des algorithmes. Il y a la loi SREN de janvier 2005, sécuriser et réguler les services numériques, qui a obligé une vérification de l'âge pour les sites pornographiques. Et ils avaient 3 mois pour se conformer, mais ça reste très très compliqué parce que ce sont de grands malins et ils attaquent souvent en justice et on est encore un petit peu dans la difficulté. Mais bref, ça avance. Mais les politiques aussi, les mairies, parce qu'il est évident que si on dit pas d'écran avant 6 ans, ou moins d'écran, ou peu d'écran, ou les enfants sont trop devant des écrans, ben, il faut qu'ils puissent être ailleurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de leviers d'action, en particulier sur l'activité physique, mais aussi les bibliothèques et tout ça au niveau des mairies, pour rendre les villes plus attractives et surtout plus conformes aux besoins des enfants et pas aux besoins des automobilistes et des adultes. Diapositive suivante. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire que les parents, malgré toutes les recommandations que vous avez vues, et là c'était que les Françaises, restent un petit peu perplexes devant les écrans et complètement désemparées. Diapositive suivante. Donc, vous avez une cacophonie qui a augmenté encore cette semaine parce que le pas d'écran avant 6 ans est en contradiction complètement avec l'esprit du rapport, sans aucune concertation avec les membres de la commission, et ça, je pense que Grégoire vous en parlera, ni aucun respect des conclusions qui avaient été données. Et donc, mais par contre, se revendiquant de la coprésidence de cette commission et en plus embarquer des sociétés savantes qui, jusqu'à maintenant, avaient peut-être un peu oublié de s'occuper de ce problème-là. La deuxième annonce politique, c'était celle où il faudrait interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. Il faut savoir que c'est déjà interdit depuis la majorité numérique de la loi 2023. Il faut une autorisation entre 13 et 15 ans des parents. Mais comment on fait pour faire respecter ce genre de choses? Ça, il faut mettre en place des moyens et on a déjà du mal à faire respecter les moins de 18 ans pour la pornographie et de loin. Donc, bref, il faut arriver à trouver à l'appliquer. Diapositive suivante qui sera la dernière. Voilà, donc ça c'est pour vous mettre tout de suite pour en savoir plus. Donc le rapport il est là, vous pouvez le télécharger. Il y a un livre qui est superbe et que vous pouvez demander à vos parents d'acheter, les parents d'ados, en disant d'abord il faut le lire avant de leur offrir à leur ado. C'est le livre de Grégoire, il en a fait beaucoup d'autres. Et il y a aussi une Bible, je pense, qui est importante, mais avec le rapport qui est un petit peu ensemble. Mais les enfants et les écrans, mythes et réalité, je pense que vraiment c'est un livre qui vous permet de faire le point. Après, il y a des podcasts qui sont magnifiques. C'est les podcasts de Grégoire et de Séverine Erel sur l'impact des écrans et Grégoire pour le cerveau et l'attention et apprendre à apprendre. Et puis, modestement, on a mis en place un petit podcast pour accompagner les familles, bon, pas avec les moyens de France Culture, mais qui commence à être en place. Il y a déjà 4 épisodes en ligne. Voilà. Je vais laisser la parole à Grégoire et je suis certain que vous allez être passionné. On lui a demandé de s'arrêter un petit peu toutes les 20 minutes parce que l'attention au bout de 20 minutes descend, que vous puissiez poser des questions et qu'on relance. Donc il y aura 2 arrêts entre deux, mais s'il veut en faire moins, s'il veut en faire plus, c'est lui le patron. À toi, Grégoire. Merci François-Marie. Ben, je vais passer la parole à Grégoire sans transition et simplement rappeler à nos participants que on fera des petites pauses. Grégoire nous a dit qu'on pouvait aérer un petit peu, mais vous pouvez poser des questions dans le chat et toutes les 20 minutes, on peut les répondre et éventuellement vous donner la parole si besoin. Mais on est quand même à 180 connectés là pour le moment, donc c'est pas mal. Donc il est préférable de mettre vos questions dans le chat et puis avec mes co-animatrices Catherine Saligné et puis Sandra Brancato, nous essaierons de faire le tri dans vos questions. À vous la parole, Monsieur Borst. Bon, merci beaucoup. Je vois qu'avec François-Marie, on a à peu près le même débit de parole. Donc,
Vous n'allez pas être surpris, je vais parler vite aussi. Donc, je suis Grégoire Bord, je suis professeur de psychologie de l'enfant et de l'adolescent et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité. Et je dirige un laboratoire du CNRS, qui est le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, qui réunit une soixantaine de chercheurs, chercheuses, doctorantes, doctorants, postdoctorants. Ce laboratoire, il vise finalement à comprendre quels sont les mécanismes qui produisent le développement cognitif et socio-émotionnel chez l'enfant et chez l'adolescent. Euh, et quels sont les mécanismes aussi qui sont importants pour les apprentissages scolaires. Et évidemment, dans ce domaine-là, on n'a pas pu ne pas s'intéresser à la question de l'impact des écrans, évidemment, sur le développement neurocognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, on a été beaucoup sollicité dans ce cadre-là, justement, pour savoir s'il y avait potentiellement des effets du numérique sur le développement de l'enfant, développement cognitif et socio-émotionnel, ce qui a fait notamment qu'on a été sollicité pour intégrer la commission écran, sur lequel on a effectivement réuni une dizaine d'experts avec alors d'experts et aussi de praticiens, avec des points de vue qui pouvaient être différents. Et donc, je dirais, l'enjeu de cette commission, ça a été de trouver un consensus au sein de ces 10 experts. Donc, c'est pas un rapport, un énième rapport d'expertise scientifique comme l'INSERM peut le faire ou comme l'ANSES. C'est réellement l'idée de travailler à des recommandations. Donc, on a fait notamment 29 recommandations, mais je vous laisserai regarder ces recommandations. Si j'ai le temps, j'essaierai de les aborder à la fin. Je vais pas pouvoir vous présenter tout ce que je voulais vous présenter, mais j'ai essayé de balayer large. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder le 21 du Lapsidé, qui est un blog scientifique qui a été lancé par les doctorantes et les doctorants du laboratoire. Donc, on a un comité éditorial qui est fait des doctorants et des doctorants du laboratoire qui essaye de diffuser notamment des connaissances au grand public sur les mécanismes justement qui sous-tendent le développement neurocognitif de l'enfant et de l'adolescent et qui abordent notamment les questions du numérique. Donc, je vous laisse regarder ces ressources-là également en plus du rapport dont François-Marie a parlé. Alors, je vais essayer d'être assez rapide. J'aime bien commencer, alors je le fais souvent avec les enseignants, les parents, donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous, comme ça vous, pour rentrer directement dans le vif du sujet. Généralement, j'essaie de vous laisser vous positionner sur des affirmations qui sont des affirmations qu'on entend de façon extrêmement régulière, alors dans le grand public, mais qui sont aussi véhiculées dans les médias. Et donc, je vous laisse individuellement vous positionner. Là, normalement, j'essaie d'avoir l'auditoire devant moi, donc je leur demande de lever la main. Ça me permet d'évaluer en gros quelles sont les conceptions auxquelles les gens peuvent adhérer sur les écrans. Donc, globalement, quand on pose ce type de questions aux parents, je faisais une conférence à des parents la semaine dernière, et quand je leur pose ce type de questions, ils adhèrent fortement à ce type d'affirmation. Donc, si vous posez par exemple à des parents ou à des enseignants, les écrans sont responsables de la baisse de l'intelligence des nouvelles générations, ils sont plutôt d'accord avec ce type d'affirmation. Ils sont également relativement d'accord, voire ils sont majoritairement d'accord avec les écrans peuvent provoquer des troubles des apprentissages et des troubles du spectre de l'autisme. Ils sont aussi d'accord pour dire que les élèves n'arrivent plus à se concentrer en classe car ils passent trop de temps sur les écrans. Alors ça, c'est une affirmation sur laquelle on a une adhésion très forte. Que les réseaux sociaux sont à l'origine des symptômes dépressifs des adolescents et que l'utilisation des écrans peuvent entraîner une addiction. Ce qui est intéressant, c'est que je pose ces affirmations-là en début de ma conférence parce qu'elles sont toutes des affirmations qui ne sont pas sous-tendues par des données scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont factuellement ou nécessairement fausses, si ce n'est pour la deuxième, mais j'y reviendrai. Euh, pour le reste, c'est juste que pour l'instant, en l'état de nos connaissances scientifiques, aucune de ces affirmations ne sont sous-tendues par des données probantes issues de recherches scientifiques qui permettraient d'établir des liens de causalité de ce point de vue-là. Alors, je vais vous présenter des études notamment qui mettent en évidence que non, les écrans ne sont pas responsables de la baisse de l'intelligence des nouvelles générations pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de baisse de l'intelligence dans les nouvelles générations. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pu entendre, on a d'une génération à une autre toujours cet effet qu'on appelle l'effet Flynn, c'est-à-dire le fait que quand on fait un QI à l'ensemble ou un échantillon représentatif de la population d'une génération donnée et qu'on compare à la génération précédente, le quotient intellectuel est plus élevé que la génération précédente. Donc en soi, les écrans ne produisent pas
d'un point de vue intergénérationnel, une baisse du niveau de l'intelligence, tout simplement parce qu'il n'y a pas de baisse du niveau de l'intelligence dans nos sociétés. Et puis vous verrez même que je vous présenterai des données sur des bases, des cohortes américaines qui montrent que ça va même au-delà. Vous avez des associations positives entre le temps passé sur les écrans et notamment sur le temps passé à des jeux vidéo et l'augmentation des compétences du quotient intellectuel entre 8 et 10 ans notamment. Les écrans peuvent provoquer les troubles des apprentissages et les troubles du spectre de l'autisme. Je pense que j'ai même pas besoin de revenir là-dessus avec vous. C'est assez simple. Les troubles des apprentissages et les troubles du spectre de l'autisme sont des troubles neurodéveloppementaux. Et comme vous le savez, le cerveau commençant à se développer in utero, il n'y a aucune possibilité que l'exposition aux écrans soit la cause de l'émergence des troubles des apprentissages et des troubles du spectre de l'autisme. Donc, ça, il faut vraiment l'évacuer. Alors là-dessus, j'ai aucune. D'habitude, j'essaie toujours d'entretenir une certaine forme, puisque je suis scientifique et chercheur, une certaine forme de relativité dans mon discours. Là-dessus, j'en ai aucun. C'est-à-dire que c'est juste pas possible d'un point de vue mécanistique. Le cerveau commençant à se développer in utero, sauf à considérer que une mère une femme pendant sa grossesse qui regarderait des écrans aurait un impact sur le développement neuronal. On sait bien que c'est pas le cas. Donc il faut évacuer cette problématique-là parce que sinon, en fait, en cascade, ça pose des problèmes, notamment pour l'utilisation des écrans pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que certains troubles neurodéveloppement, et notamment les troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, ne créent pas des facteurs de risque d'utiliser plus les écrans. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout la même lien de causalité qui peut s'exprimer entre exposition aux écrans et troubles du neurodéveloppement. Encore une fois, je ne parle pas du fait qu'il ne peut pas y avoir des déficits ou des décalages dans l'acquisition de certaines compétences du fait de l'exposition aux écrans. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Si vous le savez, ici, on est dans l'idée de savoir est-ce qu'une pathologie peut être produite par l'exposition aux écrans. En tout cas, pour ce qui concerne les troubles du neurodéveloppement, ça n'est pas possible. Les élèves n'arrivent plus à se concentrer en classe car ils passent trop de temps sur les écrans. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer le fait que les élèves ne se concentrent plus en classe. Et la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'ils n'ont plus les capacités pour se concentrer en classe? Là, la réponse, elle est très claire. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effondrement des capacités attentionnelles des nouvelles générations. C'est-à-dire que quand on les teste avec des tests neuropsychologiques classiques, on n'a pas un effondrement de ces capacités attentionnelles. Maintenant, effectivement, ils sont moins concentrés. C'est une observation des praticiens dans les classes, mais ça peut s'expliquer par un manque de motivation, ça peut s'expliquer effectivement par le fait que leurs ressources attentionnelles sont beaucoup plus sollicitées qu'avant et que tout ça participe au fait qu'ils sont moins concentrés. Mais encore une fois, la vraie question qui va se poser à nous, c'est de savoir est-ce que c'est un lien causal, est-ce que le fait de passer du temps sur les écrans effondre fondamentalement nos capacités attentionnelles? On peut répondre très facilement. C'est-à-dire que ça dépend des contenus. Et on a effectivement des contenus, notamment les jeux vidéo, j'essaierai de vous en parler, qui produisent des effets positifs sur le développement des capacités attentionnelles des joueurs. Donc on voit bien que c'est de toute façon absurde de le poser dans le sens où les écrans produiraient nécessairement une diminution des capacités attentionnelles chez l'enfant. Les réseaux sociaux sont l'origine des symptômes dépressifs chez les adolescents. Pareil, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que la dépression est une maladie complexe et que du fait de sa complexité, la simple exposition aux écran ne peut pas être une causalité de l'émergence, ne peut pas être la cause première de l'émergence des symptômes dépressifs. Ensuite, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir des facteurs de risque, des facteurs de vulnérabilité, est-ce que ça peut amplifier certains symptômes, mais ce n'est pas la même chose que de dire les réseaux sociaux sont l'origine des symptômes dépressifs, alors même que c'est des chose qu'on entend dans un certain nombre de médias notamment, mais aussi en population générale. L'utilisation des écrans peut entraîner une addiction, eh ben j'en sais rien. Et je pense que de ce point de vue-là, encore une fois, je pense que vous êtes un public particulier, donc je n'ai pas besoin de vous convaincre. Il faut attendre qu'il y ait un consensus de la communauté médicale sur cette question-là. Encore une fois, le fait de dire qu'il y a des algorithmes qui ont des caractéristiques addictogènes, que les grandes plateformes ont comme objectif de maintenir les utilisateurs connectés le plus longtemps possible sur la plateforme, tout ça est vrai. Mais la question, c'est de savoir est-ce que pour autant, les réseaux sociaux constituent des addictions comportementales? Eh ben, j'en sais rien, je ne suis pas addictologue, j'attends que les addictologues me le disent, mais tant qu'ils n'ont pas défini et que ça ne rentre pas dans le domaine de l'addiction, je pense qu'il faut faire attention à ne pas utiliser précisément des raccourcis qui viendraient à dire il y a une addiction dans les nouvelles générations aux écrans. De toute façon, il n'y aura pas d'addiction aux écrans, c'est absurde, on ne sera pas addict aux écrans, il pourrait y avoir des addictions aux réseaux sociaux par exemple,
exemple, ou à certains types d'outils numériques, mais en aucun cas, ça sera une addiction aux écrans. Donc il faut qu'on fasse attention aussi au vocabulaire qu'on utilise parce que il faut être assez clair. C'est-à-dire que si on considère que les outils numériques provoquent des addictions, que les réseaux sociaux provoquent des addictions, alors on règle le problème. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de questions d'éducation à l'utilisation de ces outils. À ce moment-là, ça sera interdit, comme on interdit d'autres substances addictogènes. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire que ce type d'affirmations peuvent être parfois utilisées, y compris par des professionnels de santé, et quand on les utilise, en fait, ça a des conséquences directes sur la façon dont il faut effectivement faire des recommandations associées à l'utilisation de ce type d'outils. Alors, si on regarde les temps d'utilisation, une des premières difficultés qu'on a, c'est que c'est très très complexe d'évaluer le temps d'utilisation, parce que, comme vous le savez bien, il y a des temps d'utilisation qui se recouvrent les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'un enfant et un adolescent, ça va utiliser un peu la tablette, ça va regarder un peu la télévision, ça va utiliser un peu sa console, et que tout ça constitue le temps d'écran global. Et que on a aussi une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiellement du déclaratif. C'est-à-dire qu'on a peu d'études sur lesquelles on va au-delà du simple déclaratif, et on voit bien, ça c'est une étude qui avait été proposée par Ipsos conjointement avec l'Open, qui montrait par exemple des décalages entre le temps déclaré par les adolescents qu'ils passent sur les écrans et le temps déclaré par les parents. Alors, vous laissez pas vous laissez pas impressionner par ces temps d'écran. Il ne faut pas les additionner les uns avec les autres, parce qu'un même individu peut utiliser que le smartphone, un autre que regarder la télévision, donc ils ne sont pas additionnables les uns avec les autres. Mais pour autant, par exemple, chez les 15-17 ans, ils déclarent, pour certains d'entre eux, passer 4h43 par jour sur les écrans, alors même que leurs parents pensent qu'ils y passent 3h58. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qu'ils y font sur ces écrans. Est-ce que c'est que du temps d'utilisation récréatif, ou est-ce qu'ils utilisent aussi les écrans finalement pour travailler, un peu comme nous, c'est-à-dire qu'on passe du temps sur les écrans, mais pas que pour des usages récréatifs. Si vous demandez, encore une fois, c'est déclaratif, avec toute la problématique du déclaratif de ce point de vue-là, mais si vous posez la question du temps passé devant les écrans et qu'est-ce que font les adolescents de 15 à 17 ans sur ces écrans, en tout cas sur les 4h43 qu'ils déclarent passer par jour sur leur smartphone, il y a 2h48 dédiées à des activités liées à l'école. Donc, je n'émets aucun jugement par rapport à ça. Je dis juste que quand on va au-delà du simple temps d'écran global et qu'on essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire de décortiquer les usages, on se rend compte que pour un temps donné qui est de 4h43, tout ça ne constitue pas du temps récréatif. C'est-à-dire qu'il va falloir aller encore plus loin et essayer de déconstruire exactement à quoi correspond ce temps global d'écran. Et on voit bien que c'est en fait une vraie limite dans les études aujourd'hui, c'est qu'elles passent leur temps à interroger la problématique de l'exposition aux écrans en utilisant une variable et une donnée et une mesure qui est peu fiable en fait des usages réels des outils numériques, qui est le temps d'écran global. Et donc il va falloir un moment qu'on arrive quand même à sortir de ça, parce qu'à usage différent, on aura des impacts différenciés. Et puis la dernière chose, c'est que si on regarde par exemple, effectivement, et François-Marie le disait bien, aujourd'hui on a une loi qui dit que pas de compte sur les réseaux sociaux avant 15 ans, en tout cas sans l'autorisation des parents, et de toute façon pas de compte sur les réseaux sociaux avant 13 ans, et en tout cas en déclaratif, alors c'est pas que les réseaux sociaux, ici c'est réseaux sociaux et messagerie, mais à 7-10 ans, vous avez déjà 63% en déclaratif des enfants qui déclarent avoir au moins un réseau social auquel ils ont accès. 11-14 ans, on est à 91%, et à 15-17, c'est 98%. Encore une fois, en vert, vous avez le déclaratif enfant, et en bleu, vous avez le déclaratif parent, avec nombre moyen de réseaux sociaux, 2,6 à 7-10 ans, jusqu'à 4,4 à 15-17 ans. Encore une fois, attention, sur les 7-10 ans, c'est peut-être de l'utilisation messagerie. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que là, ce qu'on capte, c'est essentiellement des enfants qui vont sur les applications de messagerie. Mais donc, on voit bien là un premier problème qui émerge, c'est qu'on a déjà en fait un arsenal législatif, et que il faudrait pouvoir réussir à mettre la pression sur les grandes plateformes pour que, à minima, elles contrôlent l'âge des utilisateurs. Mais elles sont terribles de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand on les a auditionnés dans la commission écran, la réponse spontanée des grandes plateformes, c'est on n'a pas d'utilisateurs de moins de 13 ans. Alors, ça, factuellement, sur leurs données, effectivement, ils ont raison. C'est-à-dire que comme l'âge est déclaratif, tous les enfants de 7-10 ans qui sont sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, ils déclarent avoir plus de 13 ans.
Et donc on voit bien là qu'il y a un premier élément sur lequel il va falloir qu'on se batte, qui est effectivement d'obtenir que les plateformes vérifient effectivement de façon stricte l'âge des utilisateurs. Enfin, c'est le moins qu'on puisse leur demander. C'est-à-dire qu'ils disent eux-mêmes que pas de compte sur les réseaux sociaux avant 13 ans, donc il faut qu'ils mettent en place une vérification efficace de l'âge. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Parce que j'ai pas la montre, donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'on Euh, en est. pour le moment, nous n'avons pas de questions dans le chat. Parfait. Donc Je ne s'il n'y sais a pas pas de si questions, parmi les panélistes, il y en a Oh, qui ont des franchement, questions on à avait poser. Oui, moi, je voudrais poser bonjour, Monsieur Borst, et merci beaucoup pour ce début de conférence. Euh, Quelle est la différence entre messagerie et réseau social? Est-ce que WhatsApp, par exemple, que certains enfants utilisent avec le reste de leur famille, est un réseau social ou une... Alors, dans ce contexte-là, il est considéré comme un réseau social, mais évidemment, on voit bien que c'est pas tout à fait le même usage. Et donc, c'est pour ça que cette donnée-là, et c'était aussi pour vous montrer que la problématique des enquêtes, qui sont des enquêtes déclaratives, c'est qu'on a du mal des fois à différencier effectivement quel est l'usage réel. Sauf que sur WhatsApp, maintenant, et c'est une problématique qui est peut-être encore plus, je dirais, qui devrait encore plus nous alerter, c'est que sur WhatsApp ou Telegram, vous avez des chaînes. Et donc, ils ont accès à des contenus sur un réseau qui n'est pas vraiment un réseau social, mais qui donne accès à du contenu qui n'est pas forcément adapté à un enfant ou un adolescent. Et je le dis en étant, c'est un doux euphémisme. C'est-à-dire que là, ils sont effectivement totalement livrés parce qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modérateur sur ces boucles fermées WhatsApp ou Telegram. Merci beaucoup. Il y a une question d'Andreas. Oui, bonsoir. Dites-moi, quelle est votre proposition ou votre suggestion pour un contrôle d'âge efficace à quelqu'un qui est organisateur d'un réseau social ou d'une messagerie? Ce que je constate, c'est qu'il y a des choses approximatives qui permettent de détecter approximativement l'âge des utilisateurs. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple les dispositifs de contrôle parental, il y a un certain nombre de questions qui sont posées pour vérifier que c'est bien le parent qui définit le contrôle parental. Je pense que si vous reprenez ce type de questions, donc c'est des opérations multiples un peu complexes, qu'il faut faire en un temps très limité, qui va vous permettre en tout cas déjà de faire une certaine forme de sélection. Moi, je comprends bien qu'il y a une tension entre garantir l'anonymat des utilisateurs, garantir finalement le fait qu'il n'y ait pas de vol d'identité des utilisateurs, mais je pense qu'on est face effectivement à des plateformes qui se comportent de façon tellement non acceptable sur un certain nombre de points que on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut vérifier l'âge par des cartes d'identité numériques. On peut aller jusqu'à du déclaratif, demander la carte bleue des parents pour ouvrir un compte sur un réseau social. Enfin, moi, ça me choque pas. C'est-à-dire que je considère que là, on est dans une telle urgence en termes de vérification de l'âge, parce que la véritable problématique, c'est l'exposition à du contenu non approprié pour l'enfant, qu'il faut trouver effectivement une modalité qui permette de vérifier l'identité des utilisateurs. Mais ça passe aussi, par exemple, une autre idée de la commission, c'était de responsabiliser les fournisseurs d'accès. C'est-à-dire qu'on voit bien que la véritable problématique, c'est quand on donne un smartphone à un enfant et qu'il commence à l'utiliser en autonomie. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le foyer, il est à l'extérieur, donc à ce moment-là, il peut avoir des réseaux, il peut accéder à un certain nombre de comptes de réseaux sociaux. Il y a des modalités aujourd'hui, des solutions privées qui permettent, par exemple, de filtrer le type de contenu auquel on a accès sur Internet, mais aussi les applications auxquelles on peut télécharger. Mais ça demande simplement de vérifier à l'ouverture de la ligne l'âge de l'enfant auquel est destinée la ligne. Et c'est hyper facile à faire. Ben, les fournisseurs d'accès ne le font pas. Donc voilà des recommandations qui sont très pragmatiques, qui peuvent être mises en place et qui ne sont pas très complexes à mettre en place. J'ai deux questions. Ouais, je vous en prie. Alors, j'ai une question d'Arthur Liotto qui me demande, non, qui dit qu'a priori les plateformes sont tout à fait capables de savoir l'âge des utilisateurs Ah oui. selon les contenus consultés. Ah mais tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Et en plus, a posteriori, il n'y a aucun problème, d'ailleurs ils vous le disent, ils ont des algorithmes finalement d'analyse des données et du deep learning qui est suffisamment puissant aujourd'hui pour savoir exactement quel est l'âge de l'utilisateur. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, hein, ils vous disent qu'ils sont capables de faire du profilage de l'âge de leurs utilisateurs. Donc de toute façon, ils pourraient fermer très rapidement un certain nombre de comptes.
Et Enfin, alors, j'ai une autre question. Quel professionnel conseiller quand la situation avec les écrans devient de plus en plus complexe avec un jeune? Entre mythe et réalité, les parents sont parfois perdus dans l'accompagnement de leurs enfants et parfois désespèrent devant leurs adolescents. Alors, je pense qu'il faut aller consulter des professionnels de santé, mais pas forcément en premier recours. C'est-à-dire que c'était aussi une autre proposition du rapport, c'est-à-dire de faire monter en compétences, par exemple, dans des lieux comme dans les lieux de l'école, les éducateurs spécialisés, les psychologues de l'éducation nationale, les assistants d'éducation, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelait les pions avant, pour qu'ils puissent aussi être des relais quand il y a des difficultés rencontrées là je parle essentiellement des adolescents, par les adolescents dans leur utilisation des réseaux sociaux, parce qu'ils l'expriment, c'est-à-dire qu'ils expriment, ils peuvent exprimer assez facilement, d'ailleurs quand on a fait des focus group avec les adolescents, ils vous expriment qu'ils ont des difficultés de régulation, par exemple du temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas forcément envie d'en parler avec leurs parents, ce que je peux comprendre. Une dernière, Merci une beaucoup. dernière question quand même. Quels sont les intérêts des fournisseurs et des réseaux sociaux de ne pas demander les âges? Eh ben, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. J'aimerais bien le savoir, mais alors, ils ont invoqué une impossibilité technique de le faire, sauf qu'il s'avère que dans la commission, il y avait quelqu'un qui, justement, a développé une solution technique qui permet de le faire et qui était très clair sur le fait que c'est extrêmement simple de filtrer du contenu en fonction de la ligne qu'on a ouverte. Et donc, on peut créer, en fait, un contrôle a priori des contenus auxquels l'enfant peut être exposé. Je pense qu'il y a juste une volonté très claire de ne pas s'embêter avec je dirais, une étape supplémentaire dans l'ouverture des lignes, parce que plus c'est simple, plus on ouvre de lignes. Enfin, j'essaye de comprendre une psychologie qui est spéciale, mais François-Marie le sait, hein, je veux dire, ça fait à peu près 5 ans ou 6 ans qu'à chaque fois que YouTube vient à l'Arcom, je leur dis pourquoi vous ne mettez pas tout le contenu jeunesse qui est sur YouTube Général, sur YouTube Kids. La réponse, extrêmement, je dirais, terrible, je trouve d'ailleurs, de YouTube, c'est de dire, bah, il y a des jeunes adultes qui aiment bien consommer du contenu jeunesse. Donc, enfin, ils s'en foutent, hein, je veux dire, enfin, c'est terrible à dire, hein, mais ils s'en foutent. l'économie numérique, c'est quand même le temps passé, hein, donc plus on bouffe, mieux c'est. Ouais, Donc, non, mais on est entièrement d'accord, mais ils sont je dirais, d'un cynisme que je c'est des trouve. prédateurs. C'est des Ouais, prédateurs. ouais. Non, non. Mhm. Mais moi enfin, souvent les gens me disent, oui, mais alors vous avez un discours très mesuré sur les écrans. Mais ça ne veut pas dire que je trouve que les réseaux sociaux et les grandes plateformes sont terribles dans la façon dont ils prennent la problématique. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça produit réellement comme effet? Bah, c'est difficile à mettre en évidence. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes, quoi. Voilà. J'essaie d'avancer un tout petit peu? On peut Ouais. avancer, c'est bon. Allez, on avance un peu. Bon, la grosse difficulté qu'on a, on va être très clair, c'est la problématique de la difficulté à interpréter ce qui est des associations par rapport à ce qui constitue des liens de causalité. Alors, vous savez qu'il y a un collectif de surexposition aux écrans qui a été créé, qui a beaucoup essayé de faire la lumière sur ce qu'il considérait être finalement, ou ce qu'il considérait être d'ailleurs encore aujourd'hui, comme un problématique de santé publique. Alors, je voulais simplement vous montrer la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a essentiellement des associations et qu'il faut faire attention quand on interprète des associations. Alors, je pensais que c'était une évidence, puisque c'est le premier cours qu'on fait aux étudiants de première année en psychologie, c'est de leur répéter ad nauseam, corrélation n'est pas causalité. Mais globalement, l'argumentaire du collectif de surexposition aux écrans, c'est de dire, regardez, quand on regarde dans notre patientèle, on a une augmentation entre 2010 et 2018 des troubles intellectuels et cognitifs de l'ordre de 20%, de plus de 50% des troubles du psychisme et de plus de 90% des troubles du langage et de la parole. Et ce qui a changé dans notre environnement, c'est l'émergence des écrans. Oui, ça et plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu de la formation des professionnels sur la détection et sur le diagnostic des troubles du langage et de la parole. Et puis, il y a l'augmentation de la pollution qui joue sur le neurodéveloppement. Enfin, il y a plein d'autres facteurs. Et donc, c'est très difficile d'isoler finalement un facteur causal dans l'émergence et dans l'augmentation supposée de ces troubles. Et puis la deuxième chose, c'est que on est face, et je vous apprends pas ça, quand on est médecin, on ne voit pas l'ensemble de la population générale. Donc une autre problématique qui peut se poser, c'est de savoir est-ce que c'est généralisable à la population tout venante.
C'est vrai que si je viens consulter, généralement, c'est parce que je peux avoir un problème et ainsi de suite. Et que si la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous regardez beaucoup les écrans et que vous me répondez oui, je regarde beaucoup les écrans, bah, c'est un biais très humain de considérer qu'il pourrait y avoir une association entre les deux. Souvent, ce que j'aime bien prendre, c'est aller dans l'outrance. Vous montrer qu'en fait, ici, personne ne sourit quand je présente ça. Et si je présente exactement la même chose, franchement, c'est exactement la même chose. Je regarde l'évolution du taux de divorce entre 2000 et 2009 dans un État américain et l'augmentation de la diminution de la consommation de margarine entre 2000 et 2009. Ça fait sourire tout le monde. Et il y a une corrélation parfaite entre les deux. Personne ne pense qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Et pourtant, ça passe sans aucun problème dans un grand média national d'avoir un argument qui est de dire, regardez, il y a une augmentation des troubles, c'est dû à l'augmentation des usages des outils numériques. C'est aussi, je dirais, risible comme argument. J'entends comme argument, hein, je ne veux pas dire que ça ne peut pas exister. Je dis que l'argument est un argument fallacieux, au même titre que de considérer qu'il y a un lien entre le taux de divorce et l'évolution du taux de divorce dans un État américain et l'évolution de la consommation de margarine. C'est aussi fallacieux comme argument. Pourquoi c'est fallacieux? Parce que c'est très très compliqué d'interpréter une corrélation et d'en dériver une causalité. Parce que quand vous avez deux variables qui covarient ensemble, ça peut vouloir dire que le temps d'écran impacte le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, mais ça peut tout autant vouloir dire que le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant crée des facteurs de risque d'utiliser plus le temps d'écran. Et puis la dernière chose, c'est quand vous interprétez des associations, il y a une autre problématique qui se pose, c'est que vous pouvez avoir une troisième variable qui explique le lien entre les deux variables qui sont vos variables d'intérêt. Le temps d'écran, on sait qu'effectivement, il est très lié au milieu social d'origine des enfants. De la même manière, le milieu social d'origine joue très fortement sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, vous pouvez voir apparaître une association entre temps d'écran et développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, simplement parce que les deux sont liés à une troisième variable, qui est le statut socio-économique des familles. Donc, il faut être très clair. Toute étude qui rapporte des résultats sans contrôler pour le milieu social d'origine de l'enfant, cette étude, elle ne vaut rien. On peut la mettre à la poubelle. C'est-à-dire qu'elle ne dit absolument rien, ne serait-ce même que de l'association entre le temps d'écran et le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Et c'est une des grosses problématiques qu'on a dans le domaine du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Je ne parle même pas sur le développement neuronal, j'y reviendrai, c'est encore plus complexe à analyser. C'est qu'aujourd'hui, on a des études qui sont de faible qualité. On ne peut pas le dire autrement, c'est qu'on a des niveaux de preuve qui sont faibles, on a des études de faible qualité, et ce dont on a besoin de façon urgente, c'est de bonnes études, c'est-à-dire des études de cohorte. Et c'est des choses qu'on essaie de porter, notamment avec Jonathan Bernard. Je l'ai encore porté auprès de la ministre Vautrin. Je leur ai dit, en fait, l'urgence, c'est d'avoir enfin des cohortes financées pour effectivement réussir de façon précise à déterminer quel est l'effet de ces écrans. Alors, le problème, c'est que si vous regardez la problématique du développement cérébral, en fait, le développement cérébral, on se focalise beaucoup sur les autres 0-3 ans. Pourquoi? Parce qu'on a un tropisme très fort pour un certain nombre de personnes qui travaillent sur l'enfance, c'est de considérer que globalement, ces premières années de la vie, c'est un moment où le cerveau est très plastique, et comme il est très plastique, il est très impacté par l'environnement. Tout ça est parfaitement vrai. C'est-à-dire que la période des 1000 premiers jours, vous savez qu'il y a eu une commission autour des 1000 premiers jours, effectivement, la grossesse plus les 2 premières années de la vie, c'est un moment dans lequel il y a une plasticité cérébrale qui est extrêmement forte. Ça veut dire que le cerveau va se transformer à des rythmes extrêmement importants. Ce qui donne des opportunités d'apprentissage. On apprend plein de choses entre 0 et 2 ans, mais ce qui crée effectivement des vulnérabilités du point de vue de l'environnement, c'est-à-dire que des environnements qui sont non propices au développement cérébral vont impacter très fortement le cerveau en développement. Pour vous donner une idée, si vous regardez sur la droite de la diapositive, ici c'est en quoi c'est toutes les structures dans le cerveau humain qui sont impactées par l'environnement social d'origine des enfants. Et ce que vous voyez, c'est que ça ne représente pas une petite région cérébrale. Dès 4 mois après la naissance, les courbes de développement cérébral vont diverger en fonction du milieu social d'origine des enfants, notamment parce que il y a des caractéristiques spécifiques à ce milieu. Plus de stress chronique pour les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés, ils sont plus exposés à du stress chronique, moins bonne qualité du sommeil, notamment parce qu'ils vivent dans des endroits et dans des appartements plus exigus dans lesquels il y a plus de monde au mètre carré, d'où des interférences sur la qualité du sommeil, et puis l'environnement cognitif et la stabilité émotionnelle de ces environnements. Et on voit bien qu'évidemment, l'utilisation des écrans peut jouer aussi puisque ça constitue un élément de cet environnement, sur le développement cérébral.
Mais c'est pas vrai que pour les 0-3 ans, hein. C'est-à-dire que vous voulez regarder tout le développement cérébral. Le cerveau, je rappelle qu'il se développe pendant plus de 20 à 25 ans. Et des périodes de sensibilité, la période de l'adolescence, ça constitue une période de sensibilité à l'environnement quasiment aussi forte que la période 0-3 ans. Donc c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que si on se base simplement sur la plasticité cérébrale, alors il faut faire aussi attention à la période de l'adolescence parce que c'est une période de vulnérabilité en termes de neuroplasticité, de mécanismes neuroplastiques, qui est quasiment aussi forte que la période 0-3 ans. Donc, en tout cas, l'argument que je trouve tout aussi fallacieux de dire attention, 0-6 ans maintenant, parce que ça a un impact sur le cerveau en développement et que ce cerveau en développement, il est particulièrement sensible à l'environnement sur 0-6 ans. Bon, dans ces cas-là, vous pouvez dire 0-25 ans, hein, et on interdit tous les écrans jusqu'à 25 ans parce que la période de l'entrée dans l'adolescence, c'est-à-dire de la puberté, jusqu'à la fin du développement cérébral, 20-25 ans, vous avez une neuroplasticité qui est extrêmement importante sur ces périodes-là, d'où des périodes de risque, vous le savez, notamment dans l'entrée dans un certain nombre de psychopathologies. Donc, je veux dire, c'est pas un bon argument de regarder simplement la plasticité cérébrale pour déterminer l'âge auquel il faut faire attention à l'exposition aux écrans. Alors ça, c'est simplement pour vous dire que effectivement, le cerveau adolescent est un cerveau particulièrement vulnérable, et notamment dans toutes les régions qui sont les régions liées à la réactivité émotionnelle, système limbique, et toutes les régions qui sont liées à la régulation de nos émotions, c'est-à-dire nos régions préfrontales. Et ce décalage entre un développement très rapide du système limbique qui devient fonctionnel en fait assez tôt au début de l'adolescence et un cortex préfrontal qui continue son développement fonctionnel pendant toute la période de l'adolescence, ça crée effectivement une période de vulnérabilité spécifique, notamment du point de vue socio-émotionnel. Et on voit bien là tout le danger de l'interaction, notamment avec des réseaux dits sociaux qui créent des expositions, notamment à des interactions sociales qui peuvent être des interactions sociales toxiques. Donc, je veux dire, en termes de facteurs de risque, oui, bien sûr, il faut s'intéresser aux 0-3 ans, mais il ne faut pas oublier la période de la puberté et de l'adolescence qui peuvent être des périodes dans lesquelles l'enfant et l'adolescent est particulièrement vulnérable. Donc, si on regarde en fonction de l'âge, donc on a on a quand même des données. C'est-à-dire qu'on a des données en plus françaises. Donc, pour une fois, c'est bien, c'est dans notre contexte culturel, puisqu'on sait que le contexte culturel va jouer très fortement. Pour vous donner un exemple de ça, si vous regardez l'effet du milieu social d'origine aux États-Unis sur le développement cérébral, il est beaucoup plus fort qu'en Europe, simplement parce qu'on a des protections sociales qui sont différentes entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on a besoin de données françaises. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des recommandations, on a besoin d'avoir des données spécifiques en France. Si vous prenez les données américaines que vous les transférez en France, bah, vous avez un risque soit de surestimer les effets potentiels, soit de les sous-estimer. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut réussir à faire. Donc, je vais aller très vite. La cohorte Eden, sans doute connue par un certain nombre d'entre vous, cohorte notamment pilotée par l'INSERM. Jonathan Bernard a travaillé sur ces données et d'autres. Ce que montraient ces premières analyses, elles sont intéressantes parce que c'est des données longitudinales qui permettent d'attribuer d'une certaine manière, en tout cas une directionnalité aux associations potentielles entre différents types de variables. Et ce que montrait cette étude, c'est que si vous prenez le temps total d'exposition aux écrans entre à 2 ans, et que si vous regardez l'évolution du quotient intellectuel verbal, c'est-à-dire en gros les compétences linguistiques des enfants de 2 à 6 ans, avec la façon de lire ce graphique, c'est simplement si on est au-dessus de 0, on a une augmentation du quotient intellectuel verbal entre 2 et 6 ans, donc on a un développement positif de ces compétences-là. Si on est en dessous de 0, on a un effet négatif de l'exposition aux écrans à 2 ans. Ce que vous voyez, c'est qu'entre 0 et 120 minutes d'exposition, on est là avant 3 ans, hein, et je ne suis pas du tout en train de dire que ça veut dire qu'il faut recommander l'exposition aux écrans avant 3 ans. Je dis simplement que si on regarde les données sur le développement, y compris le développement verbal de l'enfant, jusqu'à 120 minutes, on n'a aucune association qui est observable. Sauf que on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça, et c'est toujours plus complexe avec les écrans. C'est qu'en fait, ça dépend du moment où on est exposé à ces écrans. C'est-à-dire que si vous êtes dans des temps, et c'est ce que montre la figure de droite, si vous êtes exposé à la télévision, y compris simplement la télévision allumée en bruit de fond, pendant des moments qui sont des moments de socialisation et donc de communication dans les familles, comme le moment du repas, vous impactez négativement le développement langagier de l'enfant. Et donc, en termes de recommandations, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire de dire aux parents, voilà, il y a des moments dans lesquels il faut une pause numérique totale. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'écran qui soit allumé, pas d'écran allumé en bruit de fond. Vous n'avez pas votre portable, vos enfants n'ont pas leur tablette, pas de console.
Et ben ça, c'est pendant le moment du repas que c'est important. C'est-à-dire que si on arrive à sanctuariser le moment du repas, on sait qu'on arrive en partie à compenser des effets négatifs de l'exposition aux écrans. L'autre cohorte et l'autre étude qui a été beaucoup citée, c'est l'étude ELF, dont Jonathan Bernard a analysé en partie les données, qui est un suivi longitudinal à 2 ans, 3 ans et demi et 5 ans et demi, sur lequel ils ont évalué le développement général de l'enfant et notamment le développement cognitif, le développement langagier, et ils regardent effectivement quelles associations existent à un âge donné par rapport au développement cognitif à cet âge-là, mais aussi 2 ans après, 1 an et demi après, voire 3 ans et demi après. Eh ben, la réalité des données, y compris sur une cohorte de 8000 enfants, alors avec un petit biais quand même du milieu social d'origine, parce qu'à mesure que la cohorte avance, on a une perdition notamment des enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Globalement, on a essentiellement des associations qui s'observent à un âge donné. C'est-à-dire que le temps d'écran à 2 ans explique le développement cognitif à 2 ans, à 3 ans et demi explique le développement cognitif à 3 ans et demi, et à 5 ans et demi avec le développement cognitif à 5 ans et demi. On a peu d'effets longitudinaux de l'exposition à un âge donné. Et quand on contrôle pour un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer le développement cognitif et langagier de l'enfant, pratique parentale, type d'activité extrascolaire, poids à la naissance, dont on sait qu'il va jouer beaucoup sur le développement neurocognitif de l'enfant, et évidemment milieu social d'origine, on a des associations qui sont observées, mais elles sont faibles. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire que quand on regarde sur le développement cognitif et socio-émotionnel, ces associations sont faibles. Et c'est important de savoir que c'est une association faible, parce qu'en termes de santé publique, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous avez des effets faibles ou si vous avez des effets forts. Donc, on a des associations statistiques, certes, mais et qui sont plutôt négatives, mais qui sont limitées. Et puis, le juge de paix, dans ces cas-là, contrairement à ce que peuvent parfois argumenter certains professionnels de santé, le juge de paix, c'est la méta-analyse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on collige toutes les études ensemble pour évaluer finalement l'effet réel, négatif ou positif, de l'exposition aux écrans. Si vous regardez l'effet, par exemple, du temps d'écran global, ça a plutôt un effet négatif sur le développement langagier de l'enfant chez les enfants de 3 à 6 ans. Et l'effet, si vous regardez la taille de l'effet, c'est 16% d'un écart type. Donc c'est un effet faible. Pour vous donner une idée, 16% d'un écart type, si vous prenez des notes qui sélectionnent de 0 à 20 avec une moyenne centrée à 10, 16% d'un écart type, c'est 0,3 à 0,5 points sur la moyenne générale de la classe. C'est pas beaucoup. C'est pas rien, mais c'est pas beaucoup. La télé allumée en bruit de fond, pareil, effet négatif sur le développement langagier de l'enfant. Mais ce que je trouve génial, c'est que, y compris des collègues qui viennent de santé publique, quand ils vous présentent cette méta-analyse, exactement la même. Je présente la même méta-analyse que présentent d'autres collègues, d'autres chercheurs dans ce domaine-là. Ils oublient de vous montrer l'autre partie de la méta-analyse qui montre des effets positifs de l'exposition aux écrans, par exemple du fait du co-visionnage d'un contenu avec un enfant, d'où le fait qu'on a comme recommandation dans la commission écran de dire pas d'écran, pas d'exposition d'écran avant 3 ans, et de 3 à 6 ans, une exposition limitée, accompagnée par un parent autour de contenus de bonne qualité, parce que tout simplement, cette étude, elle montre aussi que les programmes ludo-éducatifs, un certain nombre d'entre eux, ont des effets positifs sur le développement langagier de l'enfant. Des effets faibles. Mais si vous prenez la taille de l'effet positif, il est exactement de même amplitude que la taille de l'effet négatif observé pour le temps d'écran global et le télé allumé en bruit de fond. C'est juste que c'est compliqué. Si on veut simplement raisonner sur le développement langagier, le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, les effets, ils sont pas systématiquement négatifs, contrairement à ce qu'on entend, et ils sont faibles avec des études, et ça je le reconnais, qu'elles rapportent des effets positifs ou négatifs qui ne sont pas de très bonne qualité. Et donc ça, c'est la réalité des données scientifiques qu'on a à disposition. Et puis, en fait, il y a d'autres effets positifs qui sont observés. Ça, c'est une étude qui a été menée chez les enfants de 8 à 10 ans, qui porte sur l'évolution du quotient intellectuel, qui est une étude qui est très bien faite. On contrôle pour le milieu social d'origine, on contrôle pour les variations génétiques qui peuvent expliquer des différences de quotient intellectuel. Et si vous regardez l'évolution du quotient intellectuel entre 8 et 10 ans, en fonction du temps passé sur les écrans, et que vous distinguez, regardez des vidéos, jouer à des jeux vidéo, utiliser des réseaux sociaux, l'utilisation, et c'est le seul variable qui se maintient,
l'utilisation des jeux vidéo, ça a un effet positif sur le développement de l'intelligence entre 8 et 10 ans. Donc c'est complexe. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en termes de recommandations qu'on peut faire, si on ne va pas jusqu'aux usages, on rate finalement des recommandations qui sont réellement basées sur des données probantes de ce point de vue-là. Les données sur lesquelles il n'y a pas de discussion et sur lesquelles on base une grande partie des recommandations de la commission écran, il faut bien le comprendre, c'est pas sur les données cognitives et socio-émotionnelles. Les données, elles sont pas de bonne qualité, les niveaux de preuve, ils sont faibles. C'est sur l'effet sur le sommeil et sur la sédentarité. Là-dessus, il n'y a pas de discussion, on est tous d'accord. L'exposition aux écrans, ça joue sur le sommeil. Et si vous jouez sur le sommeil, moi je suis entièrement d'accord, même avec des gens qui sont mes détracteurs un certain nombre de fois dès que je prends la parole, je suis d'accord avec eux sur le fait que ça joue sur le sommeil. Et le fait que ça joue sur le sommeil, ça joue sur le développement cérébral, et comme ça joue sur le développement cérébral, ça peut jouer sur l'acquisition d'un certain nombre de compétences. Et donc, effectivement, ça justifie le fait qu'on ait une recommandation de pas d'exposition avant 3 ans, parce que jusqu'à 3 ans, on a besoin de temps de sommeil qui sont extrêmement importants pour 24 heures, mais encore une fois, je ne vous apprends rien. Et comme le sommeil est multiphasique, toute exposition quasiment aux écrans pendant la journée va avoir des impacts négatifs sur le sommeil de l'enfant. Et entre 3 et 6 ans, le sommeil reste multiphasique, mais comme il est essentiellement pour le moment de la sieste, si on a comme recommandation pas d'exposition aux écrans avant la sieste et avant d'aller se coucher, on peut avoir effectivement des effets on se prémunit des effets potentiellement négatifs sur le sommeil. Et puis le deuxième aspect, c'est la sédentarité. Mais François-Marie, tu l'as très bien dit en ouverture, le fait qu'on reste assis devant un écran, bah oui, ça crée des problématiques de sédentarité, et rien que là-dessus, ça effectivement entraîne des recommandations qui doivent être fortes du point de vue de la limitation du temps d'écran. Mais encore une fois, il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire que la réponse, elle n'est pas que de limiter le temps d'écran, elle est aussi, et tu le disais très bien, qu'est-ce qu'on crée dans nos environnements pour créer des alternatives aux écrans. C'est-à-dire qu'on est face à des familles aussi qui refusent de laisser leurs enfants sortir dans l'environnement. Je rappelle qu'un certain nombre d'études montrent que si vous regardez le déplacement des enfants dans l'environnement, dans leur environnement autour de leur maison, on est passé en 20 ans, de quelques kilomètres, de plus de 3 kilomètres de déplacement autour du domicile familial à moins de 300 mètres. Je veux dire, et ça, c'est aussi une problématique qu'on a, c'est qu'on a des parents qui sont finalement assez contents que les enfants soient sur les écrans parce qu'ils sont en sécurité au domicile familial. Et donc, il va falloir aussi, comme d'autres sociétés de pédiatrie l'ont fait, qu'à un moment, vous preniez une responsabilité qui est de dire il y a moins de risques à ce que les enfants aillent dehors, jouent, se cassent potentiellement un bras en jouant dans un jardin d'enfants, plutôt que de rester à la maison, parce que les problèmes sur la sédentarité, ça crée des risques accrus d'obésité, donc de maladies cardiovasculaires, et donc d'augmentation de risques sur le long terme. Mais donc on voit bien que c'est pas juste l'interdiction des écrans, ça va au-delà. Il faut proposer des alternatives. Peut-être que je m'arrête là et je prends quelques questions si on a, avant d'entamer l'adolescence. Oui. François-Marie, tu as répondu il y avait une question sur la technoférence. Oui, oui, non, je pense que la technoférence, c'est quelque chose qui va pas rentrer tellement dans le domaine qu'on voulait étudier là aujourd'hui, enfin qu'on voulait remarquer aujourd'hui, mais il est bien évident que l'utilisation du portable en présence des enfants crée des moments d'interruption des interactions, et qui va créer aussi des moments sur le problème sur le niveau de l'attachement. Mais c'est pas vraiment le problème des enfants qu'on voulait voir aujourd'hui. Il y a de bons livres qui sont sortis, il y a de bonnes études qui sont sorties, mais il faut faire très très attention que culpabiliser les parents sur leur technoférence va augmenter leur temps de technoférence. C'est-à-dire que pourquoi ils sont sur leurs écrans, c'est parce qu'ils sont anxieux et stressés. Si vous les stressez encore plus parce qu'ils sont sur leurs écrans, ça n'arrange rien. Donc il faut être beaucoup plus soft et leur expliquer l'importance des interactions et pourquoi ils doivent être en interaction et comment ils peuvent être trompés par leur téléphone. Mais il vaut mieux qu'ils regardent de temps en temps leur téléphone plutôt qu'ils culpabilisent complètement quand ils sont en interaction. Vous voyez, c'est pas si simple, mais il n'y a rien de simple avec les écrans. Moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est prenez 15 minutes, enfin,
plutôt que d'essayer de vous donner bonne conscience en restant 2 heures sur votre canapé à côté de votre enfant avec votre téléphone dans les mains parce que vous savez pas très bien quoi faire avec lui, prenez 15 minutes d'interaction avec votre enfant où vous êtes réellement engagé dans la communication et puis 1h45, passez-le sur votre écran. Et et c'était encore une autre recommandation de la commission écran, c'était de créer un vrai parcours de parentalité dans notre pays dans lequel on pourrait expliquer les enjeux de la communication, de parler très tôt au bébé et à l'enfant, parce que plus on va baigner l'enfant dans un bain de langage, plus on va communiquer avec lui, plus on lui donne des chances finalement de développer des bonnes compétences qui vont avoir des impacts aussi sur sa capacité à bien apprendre à lire. Et comme la lecture est l'entrée dans toute forme de littératie, c'est un enjeu notamment pour la réussite scolaire et éducative. Très bien. Bah, écoutez, nous n'avons pas d'autres questions. Il y a eu une question intéressante à laquelle François-Marie a répondu, c'était pourquoi des adolescents qui ne posent aucun problème en général, qui ne font jamais de colère en général, quand on leur coupe leur temps d'écran à la fin de ce qui avait été prévu par les parents, piquent une grosse colère. Et François-Marie a très bien répondu, c'est que on les a interrompus en plein jeu et que c'est pas sympa, quoi. Bah oui, il faut prévenir avant. Donc, Je, je trouve que là, oui. ce que je, Interrompre le match de foot avant la fin, c'est pas très agréable. Voilà, ce que je suggère, c'est de faire une petite expérience. C'est-à-dire que vous vous mettez devant votre série que vraiment vous avez envie de Oui, binger toute la nuit et votre Bien sûr. conjoint arrive et arrête parce que ça fait 2 heures et que vous aviez dit que ça durerait 2 heures. Votre série est en plein milieu, au moment du cliffhanger. A priori, ça va vous mettre dans une situation de frustration légère et vous risquez d'avoir une petite interaction complexe. Bon, la deuxième chose aussi, quand même le dire, on sait que l'utilisation des jeux vidéo notamment des jeux vidéo qui ont un caractère compétitif, dans lequel on va combattre les uns contre les autres, et ainsi de suite. Ça crée 10 minutes après l'arrêt du jeu vidéo une augmentation légère de l'agressivité. Donc, si on a envie de s'engager dans une conversation un peu complexe avec son adolescent, il vaut mieux attendre 10 à 15 minutes après l'arrêt du jeu vidéo auquel il était en train de jouer. C'est tout bête, hein, je veux dire, les jeux vidéo, ça ne produit pas, contrairement à ce qu'on le PR a pu déclarer, le président de la République, ça ne crée pas des individus fondamentalement plus violents. Ça depuis très longtemps, les films ne produisent pas les films violents n'ont pas produit plus de violence. Les jeux vidéo d'action violents ne produisent pas plus d'individus violents. Par contre, les jeux vidéo, évidemment, c'est des jeux dans lesquels on est en compétition les uns avec les autres et dans toute situation de compétition, y compris quand on est un sportif et qu'on fait un match, bah, effectivement, on développe un peu des traits d'agressivité qui se maintiennent pendant quelques dizaines de minutes après l'arrêt de la compétition dans laquelle on est engagé. Donc, si on attend un peu, l'agressivité diminue. Donc, ça permet de mettre en place un certain nombre de régulations, notamment du temps que les ados passent devant les écrans. Une Je continue question sur... Ouais, de pardon. Jérémy qui demande si vous avez connaissance de l'expérience menée par des chercheurs de Strasbourg et d'Amsterdam en 2019, au cours de laquelle des souris ont été exposées à la lumière bleue afin d'étudier l'impact de l'exposition à la lumière bleue sur leur comportement et leur métabolisme. Alors, je ne connais pas cette étude en particulier, mais je sais qu'effectivement, l'exposition à la lumière artificielle, et c'est aussi pour ça qu'effectivement, il y a un enjeu de ne pas utiliser les écrans avant d'aller se coucher, va avoir un impact sur la sécrétion de mélatonine, va décaler les phases et le pic de mélatonine, et donc va avoir des impacts négatifs sur l'écran. Je dis juste qu'il faut quand même qu'on fasse un tout petit peu attention. Alors là, c'est l'exposition à la lumière bleue, donc on peut le modéliser avec un modèle animal. Toutes les études, notamment faites aux États-Unis par Christakis et son équipe, qui ont essayé de modéliser ce que produisait l'effet de la télévision sur les souris en utilisant des lampes qui flashent, je suis désolé, c'est pas similaire à du contenu audiovisuel que nous regardons. Donc il faut quand même faire un tout petit peu attention quand on parle de modèles animaux et qu'on essaye de modéliser des choses aussi complexes que les outils numériques. Donc pour la lumière bleue, aucun problème, on peut utiliser des modèles animaux. Pour d'autres types de contenus, c'est quand même beaucoup plus complexe. Bon, je passe sur le fait que si vous vous intéressez un tout petit peu aux rongeurs, il y a quand même une particularité des rongeurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de modèles animaux, mais les rongeurs, et notamment les souris, ils ont des cerveaux lisses. Nous, nos cerveaux, ils sont plissés. Et ce qu'on étudie, nous, au laboratoire, c'est en quoi les plis du cerveau expliquent la variabilité comportementale observée chez les individus. Donc, je trouve ça très bien, les modèles animaux, mais je veux bien, mais il faut aller au fond du fond du fond de à quel point on peut effectivement utiliser un modèle animal pour généraliser quand on parle de neurocognition. C'est complexe, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais je dis juste que c'est un peu complexe. Merci. Ben, on peut continuer, oui. Ouais, tout à fait. Je continue donc. Et
Donc ça, c'est effectivement une étude qui a été faite chez les adolescents, qui est une étude qui est sérieuse et qui montrait qu'effectivement l'exposition aux écrans dans une pièce dans le noir, dans laquelle effectivement la lumière artificielle va être particulièrement prononcée parce que comme ils utilisent leur portable ou une tablette, ils sont très proches de l'écran, donc ils sont beaucoup exposés à la lumière artificielle. Ça va avoir des effets globalement sur la durée totale du sommeil, sur l'endormissement et donc le temps médian du sommeil pendant la nuit, et donc ça crée des déficits chroniques de sommeil sur une population qui est déjà une population très vulnérable. Vous le savez sans doute, au moment où les enfants rentrent dans la puberté et deviennent adolescents, on a un décalage de phase du sommeil de plus de 2 heures, ce qui fait qu'ils ont envie d'aller se coucher 2 heures plus tard. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez leur crier dessus, leur dire qu'il faut se coucher tôt et ainsi de suite. En fait, physiologiquement, ils sont programmés pour aller se coucher 2 heures plus tard que vous. En plus, ils ont un cerveau un peu particulier qui ne ressent pas la fatigue. Donc, quand ils vous disent je ne suis pas fatigué, en fait, c'est une réalité pour le cerveau adolescent. Et donc, on se retrouve dans une double contrainte, c'est-à-dire que on a un décalage de phase du sommeil. Certes, ils utilisent des écrans, ce qui va décaler d'autant plus leur endormissement, mais je rappelle encore une fois que quand on prend toute la complexité de ce problème, si réellement on veut traiter les déficits chroniques de sommeil chez les adolescents, qui est effectivement la période de la vie dans laquelle le déficit de sommeil est le plus important, dans ces cas-là, on change les rythmes scolaires et de façon urgente. C'est-à-dire qu'on sait depuis 20 ans qu'il faut que les adolescents commencent 1 à 2 heures plus tard le premier cours pendant la journée. Simplement parce que du fait de ces décalages de phase, s'ils doivent dormir entre 8 à 10 heures par nuit à partir de 13 ans, en fait, il n'y a pas de possibilité avec ce décalage de phase de dormir suffisamment longtemps s'ils commencent à 8 heures les cours, 8h30 les cours. Donc il faut décaler la première heure des cours au moins d'1 heure. Ce qui aurait des effets positifs sur le sommeil, donc une diminution des risques sur la santé physique et sur la santé mentale. Donc c'est toujours un peu la problématique, c'est-à-dire que l'écran c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors certes, maintenant il faut aussi traiter la problématique de l'exposition aux écrans la nuit, tard le soir et ainsi de suite, mais il aurait peut-être fallu commencer déjà par avoir une école qui s'adapte réellement aux besoins physiologiques des adolescents. Généralement, j'explique ça aux adolescents. Les enseignants sont ensuite très heureux d'avoir des enseignants qui viennent taper à la porte du proviseur pour demander un décalage de première heure de cours. La deuxième chose, c'est que si vous regardez par exemple l'effet des réseaux sociaux, il n'y a pas que des effets négatifs. Il y a des études qui remontent à 2016 qui montraient par exemple que les réseaux sociaux peuvent avoir des effets positifs sur le développement, par exemple, de l'empathie chez les adolescents. Donc, c'est des adolescents suivis de 10 à 14 ans. On regarde le temps qu'ils passent sur les écrans, sur les réseaux sociaux à 10 ans, et on voit si ça a des effets plutôt positifs sur le développement de différentes formes d'empathie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'empathie affective ou l'empathie cognitive, je vous laisserai de toute façon mes slides pour que vous alliez re-regarder ces études. Ça a plutôt des effets positifs sur le développement de l'empathie affective et de l'empathie cognitive. Donc encore une fois, c'est complexe parce que tous les effets ne sont pas systématiquement négatifs, contrairement à ce que j'entends parfois. Il y a aussi un certain nombre d'études longitudinales qui montrent des effets positifs de l'exposition aux écrans. Je vous l'ai montré sur le développement du quotient intellectuel. C'est vrai aussi sur des compétences socio-émotionnelles qui sont importantes. Ce qui veut dire aussi que, contrairement à ce qu'on peut entendre, les caricatures sur l'adolescent, c'est des gens fondamentalement individualistes, égocentrés. C'est pas du tout vrai. Enfin, pour étudier la population adolescente, c'est des lieux communs sur l'adolescent, et les réseaux sociaux n'amplifient pas nécessairement ce type de comportement. On a quand même un peu des données sur des grandes cohortes. On a notamment des cohortes de 300 à 400 000 adolescents qui ont été analysés et où on peut essayer d'évaluer la relation entre les réseaux sociaux et le bien-être à l'adolescence. Et globalement, on observe bien, quand on agrège l'ensemble de ces cohortes, des liens entre le temps passé sur les réseaux sociaux et le bien-être. Mais quand on quantifie la part du bien-être adolescent qui est due au temps qu'il passe sur les réseaux sociaux, c'est 0,4% du bien-être adolescent qui est dû au temps qu'il passe sur les réseaux sociaux. Et je ne me suis pas trompé dans ce que je vous ai dit, 0,4%. À 0,4%, je suis désolé, il n'y a pas de politique de santé publique à 0,4% d'un effet. Donc, c'est là aussi toute la difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entend partout dans la presse, les réseaux sociaux créer la dépression chez les adolescents. En tout cas, sur les grandes bases de données auxquelles on a accès, on n'arrive pas à le mettre en évidence. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que 0,4% c'est négligeable, parce que si vous prenez 0,4% de toute la population adolescente, en fait, ça fait beaucoup de monde. Et donc, c'est aussi toute la difficulté qu'on a ici, c'est qu'on a des effets très faibles, et surtout, on est sur une population, la population adolescente, qui est extrêmement hétérogène. Il n'y a pas plus hétérogène que la population adolescente. C'est la période de la vie dans laquelle l'hétérogénéité est la plus forte, parce que la puberté
l'onset de la puberté, c'est-à-dire le début de la puberté, va commencer à des âges très différents chez les individus, qu'il y a une grosse différence entre les femmes et les hommes du point de vue de l'entrée dans la puberté, et que donc le développement cérébral et le rythme du développement cérébral est très différent entre les adolescents, ce qui crée des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de risque, mais aussi des facteurs de résilience chez certains adolescents par rapport à d'autres adolescents. Donc, en fait, quand je vous dis ça, même moi, j'en suis pas je pense pas qu'il faille s'arrêter à ça. C'est que je crois fondamentalement, enfin, c'est pas que je crois, c'est que les données suggèrent que, en fait, dans cette population adolescente, il y a des populations à risque. Et que ces populations à risque, exposées aux réseaux sociaux, ça peut amplifier des symptômes qui étaient déjà présents ou qui étaient sous-jacents et qui s'expriment du fait de l'exposition à certains contenus sur les réseaux sociaux. Mais donc, le véritable enjeu, c'est comment on fait un screening de cette population de telle manière à pouvoir identifier les populations qui sont à risque, de telle manière effectivement à avoir des actions ciblées sur ces populations. Alors, effectivement, c'est un problème de santé publique parce qu'on a une augmentation forte des symptômes dépressifs chez les adolescents. Vous savez qu'il y a une étude en classe qui a lieu tous les 4 ans. Il y en avait une en 2018, il y en a eu une en 2022. Et on a une augmentation des symptômes dépressifs de 2018 à 2022, notamment chez les filles, plus prononcée que chez les garçons, avec une population où on est passé de 18% des filles en 2018 au lycée qui présentaient des symptômes dépressifs à 22,7% et de 13,4 à 21,4 au collège. Alors c'est extrêmement intéressant parce que une de vos confrères était là quand j'ai été auditionné à la commission, par la commission d'enquête TikTok et présentait ce graphique-là et qui disait, vous voyez bien, les réseaux sociaux ont des effets négatifs sur la santé mentale des adolescents. Alors je rappelle qu'entre 2018 et 2022, il y a eu une petite crise sanitaire qui s'appelle la crise de la Covid, avec effectivement de l'exposition à du stress chronique massif pour les adolescents, de l'isolation sociale. Donc, en gros, on a créé tous les contextes favorables à l'émergence de symptômes dépressifs chez les adolescents. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas dû potentiellement à l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux, mais je dis que prétendre que la Covid n'a pas eu plus d'effet que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est vraiment rien comprendre au développement neurocognitif de l'adolescent. C'est-à-dire que vous êtes dans une période à risque, vous êtes dans une classe d'âge dont le besoin primaire est les liens sociaux avec les pairs, et ce que vous avez supprimé pendant la crise de la Covid, c'est les liens sociaux potentiels avec les pairs, et vous avez laissé les adolescents dans leur famille. Vous avez créé, je dirais, la tempête parfaite pour augmenter les symptômes dépressifs chez les adolescents. Et ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont pu contribuer, mais vu les changements profonds du contexte et de l'environnement des adolescents, ça explique de fait, en termes de gradation des facteurs, beaucoup plus que le simple fait qu'ils ont un peu plus utilisé les réseaux sociaux. Je rappelle aussi que pendant cette période, ils ont aussi beaucoup plus lu. Donc, c'est aussi, il faut regarder l'ensemble des données si on veut analyser ce type de données. Alors, il y a des données qui sont aussi intéressantes. C'est-à-dire qu'une des grandes arguments qui a été exposé par un certain nombre de professionnels de santé, c'est de dire, regardez, il y a une augmentation extrêmement importante du fait de l'émergence des médias sociaux, des réseaux sociaux et de la télévision, des problématiques liées aux conduites inappropriées, à la dépression, aux problèmes émotionnels et au suicide. C'est très bien parce qu'il y a des données qui sont extrêmement bien analysées, qui montrent que quand on regarde de 10 à 15 ans, l'augmentation à travers le temps des problématiques liées à l'exposition à la télévision et aux médias sociaux, notamment en termes de dépression, de problèmes de conduite, de problèmes émotionnels et de suicide, il n'y a aucun effet. Le seul effet qu'on observe, c'est pour l'exposition aux réseaux sociaux sur les problèmes émotionnels. Et quand on regarde la taille de l'effet, c'est 0,05% d'un écart type. C'est l'épaisseur du trait. Hein. Je veux dire, il n'y a pas eu d'augmentation massive, contrairement à ce qu'on entend partout, des problématiques de santé mentale des adolescents avant la crise de la Covid. Post-crise de la Covid, effectivement, on a doublé la prévalence des problématiques de santé mentale des adolescents. Donc, l'argument du collectif Koch, je me suis permis de le remettre là, il est nul et non avenu. Les données, très clairement, montrent que cet argument ne tient pas. Il n'y a pas eu une explosion
des troubles, en tout cas en termes de santé mentale des adolescents, sur la période 2010-2018, puisque là, ça couvre 1990 à 2019. Est-ce que quand même, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des écrans, ça n'a aucun effet? Si, ça a des effets, ça a y compris des effets sur le cerveau, mais c'est normal. Vous changez l'environnement. Si vous avez n'importe quelle pratique régulière, vous allez entraîner des transformations de votre cerveau. Et c'est pas toujours positif, et je suis entièrement d'accord là-dessus. Il y a y compris des effets négatifs. Ici, c'est une étude qui montre que, globalement, quand vous regardez le développement du réseau du contrôle cognitif, qui est la capacité notamment que nous avons à exercer un contrôle sur nos pensées, sur nos émotions et ainsi de suite, qui repose sur un réseau fronto-pariétal et sur des connexions avec le système limbique. Ce qu'on observe globalement sur une grosse base de données américaine qui a commencé une cohorte à partir de 8 ans, c'est que quand vous regardez sur deux vagues de collecte de données de cette cohorte, vous avez des effets du temps d'écran global sur le développement de ce réseau du contrôle inhibiteur, avec des effets qui sont quand même très modérés quand vous commencez à contrôler pour un certain nombre de variables confondantes comme le milieu social d'origine, l'éducation des parents, le sexe ou l'âge des individus. Mais il n'y a pas rien. Il y a effectivement des données. Sauf que il y a aussi plein d'autres études extrêmement sérieuses, basées sur exactement la même base de données, qui ont fait quelque chose d'assez intéressant et que je suggère pour un certain nombre de gens qui veulent travailler sur la problématique de l'effet des écrans sur le développement cérébral et sur les problématiques de santé mentale, notamment des adolescents, c'est de préenregistrer les analyses qu'on va faire avant de regarder les données. Parce que le risque, effectivement, c'est d'avoir des faux positifs, c'est d'aller chercher dans les données, finalement, ce qui pourrait suggérer un effet des écrans, parce qu'on a aussi tous des biais en tant que chercheurs, comme on entend beaucoup que les écrans ont des effets négatifs sur le développement cérébral et sur la santé mentale, on peut être tenté, effectivement, parfois, quand on a des seuils qui sont un peu limites, et les seuils qui sont souvent limites dans ces études, bah, finalement, de rapporter des effets qui ne survivent pas, par exemple, à des corrections pour des comparaisons multiples. Bon, cette étude, elle a été très bien faite. Elle a été faite notamment dans un cadre dans lequel toutes les analyses ont été préenregistrées. Et quand vous analysez quand toutes les données sont préenregistrées, globalement, vous n'avez quasiment aucun effet, à part sur le vocabulaire de l'exposition aux écrans, sur un certain nombre de réseaux et d'organisations neurofonctionnelles du cerveau, en lien avec un certain nombre de compétences, que ce soit des compétences cognitives ou des symptômes liés à l'internalisation ou à l'externalisation. Donc ça, c'est la réalité de ce qu'on a. Mais c'est pas très surprenant, hein. Je veux dire, pour avoir des bonnes données en imagerie, il faut des très, très gros échantillons. Il y a un certain nombre de papiers qui ont été publiés récemment qui montrent que si vous n'avez pas des échantillons qui dépassent 8 à 10 000 individus, contrairement à ce qui est présenté dans l'étude précédente, c'est-à-dire qu'on est ici sur 3 800 individus sur la phase 2, bah, globalement, il y a tellement d'erreurs de mesure dans les données de neuroimagerie que globalement, vous pouvez effectivement trouver des faux positifs ou des faux négatifs. Et donc, on est effectivement dans une complexité, c'est-à-dire que pour pouvoir dire qu'il y a des effets sur le cerveau, il faut avoir des énormes bases de données. Donc, toute étude qui est faite sur des petits échantillons, elles sont de fait à prendre avec énormément de pincettes de ce point de vue-là. Et puis la dernière étude que je voulais présenter, peut-être avant de réouvrir un temps de questions si des questions se posent, c'est revenir finalement sur cette idée que la population adolescente, elle est par essence hétérogène. Et qu'il y a des facteurs de risque qui sont préexistants à l'utilisation des écrans et que si on veut comprendre la complexité finalement des effets potentiellement sur la santé mentale des adolescents, il va falloir qu'on aille jusque-là. Donc ça, c'est une étude qui a été faite. Alors elle est sur un nombre limité de participants, on est autour d'une centaine de participants, mais elle a l'avantage d'essayer de comprendre la complexité des liens qui peuvent exister entre développement cérébral, facteurs de risque que ce développement cérébral peut avoir, utilisation excessive des réseaux sociaux et les risques sur la santé mentale des adolescents. Donc c'est une étude longitudinale qui regarde entre la 6e et la 4e, puisqu'ils ont plutôt réfléchi en termes de classe, de niveau scolaire. Il regarde le développement du réseau dans le cerveau de l'adolescent qui est impliqué notamment dans
le traitement des récompenses sociales. On sait que chez l'adolescent, en fait, quand on dit que l'adolescence, c'est une période dans laquelle on est très orienté vers les récompenses, en fait, c'est pas n'importe quel type de récompense auquel le cerveau adolescent est sensible. Il est essentiellement sensible à des récompenses sociales. Donc ici, la récompense sociale qu'on a manipulée, c'est simplement de présenter dans l'IRM un visage qui sourit. Et ça suffit à constituer une récompense sociale. Et on regarde de la 6e à la 4e comment se développe ce réseau dans le cerveau de l'adolescent qui est spécifiquement impliqué dans la réaction aux récompenses sociales. Et ce que montre cette étude, c'est que quand ce réseau se développe de façon atypique, c'est-à-dire que quand vous avez moins de réponses à ces récompenses sociales pendant l'adolescence, entre la 6e et la 4e, ça crée des facteurs de risque de plus utiliser les réseaux sociaux entre la seconde et la première. Et chez les filles, mais pas chez les garçons, on a une augmentation de ce fait des symptômes dépressifs. Et donc on voit bien que c'est extrêmement complexe, c'est rarement des effets directs, ils sont très systématiquement liés à des vulnérabilités préexistantes qui peuvent être dues notamment au développement cérébral de ces adolescents et de certaines structures importantes pour le cerveau adolescent, notamment les structures qui sont liées aux récompenses sociales, qui vont créer des facteurs de risque d'utiliser de façon excessive les réseaux sociaux et qui peuvent, dans la population qui est déjà à plus à risque, c'est-à-dire les filles, vous savez qu'il y a 2 fois plus de prévalence de la dépression chez les filles que chez les garçons à l'adolescence. Dans cette population qui est déjà à risque, ça augmente les symptômes dépressifs. Et donc, c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que toutes ces études, ce qu'elles montrent, c'est des liens qui sont complexes, multifactoriels, et que les réseaux sociaux et l'utilisation des écrans, c'est essentiellement des amplificateurs de vulnérabilité préexistante, avec des effets qui peuvent être parfois opposés, c'est-à-dire qu'en fonction de vulnérabilité ou d'estime de soi qui peuvent être bonnes ou mauvaises, vous allez avoir des impacts très très différents de l'exposition à certains contenus sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Et après, je ne sais pas du tout quelle heure il est, donc il faut que vous me disiez aussi, parce que pour que j'ajuste la fin de ma conférence. Bah, on a commencé un peu avec quelques 10 minutes de retard, donc je pense qu'on pourra prolonger de 10 minutes. D'accord, très bien. Alors, j'avais dans les questions une précision. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait des collèges ou des lycées qui avaient décalé leurs horaires en France et qu'apparemment les élèves auraient de meilleurs résultats scolaires. Tout à fait, Voilà. je confirme, il y a des expérimentations en cours, mais ce qui est toujours un peu, bon, mais c'est pour travailler beaucoup avec l'éducation nationale, c'est quelque chose que j'expérimente de façon assez récurrente, mais ça fait 20 ans qu'on sait que les rythmes scolaires, notamment la première heure de cours, devraient être décalés, puisqu'il y a eu plein d'autres expérimentations qui ont déjà été menées, qui montraient des effets positifs sur les résultats scolaires. Mais je le répète, si vous améliorez le sommeil des adolescents, vous améliorez aussi leur santé physique et leur santé mentale. Donc je dirais que l'intérêt en plus, j'essaye de suggérer ça à un certain nombre de conseillers et de conseillères de certains ministres de l'Éducation nationale, c'est de leur rappeler qu'en plus, c'est une réforme à coût zéro. C'est génial, c'est vrai que ça, il n'y en a pas beaucoup des réformes qui coûtent zéro. Là, ça coûte rien de changer les rythmes scolaires et c'est à la main des proviseurs. Demain, on peut le changer dans n'importe quel établissement en France. Ouais, ils vont lancer la grande concertation là sur les rythmes scolaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une Oui, mais concertation. si on pouvait éviter de regarder le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire le problème des vacances scolaires, notamment des vacances scolaires d'été qui jouent pas vraiment, parce que si vous regardez les inégalités éducatives au regard du temps de vacances scolaires, on a plutôt moins de vacances scolaires d'été que dans d'autres pays qui sont beaucoup moins inégalitaires que nous. Donc j'aimerais bien qu'on se focalise d'abord sur décaler la première heure de cours chez les ados d'une heure, on verrait déjà des effets très positifs. On peut faire remonter tout ça dans la concertation. Ah, avec grand plaisir. Non, encore une fois, ça joue pas simplement sur les résultats scolaires, ça joue aussi sur la santé mentale et sur la santé physique. Une question d'Adeline sur les relations. Elle a entendu dire que les ados avaient quand même moins de relations physiques, moins de relations amoureuses, moins de relations amicales que les générations précédentes. Est-ce que vous avez des études sur ce fait? Euh, les études, elles sont complexes chez l'ado. Elles montrent en tout cas une très très grande variabilité, par exemple, des cercles sociaux des adolescents. C'est-à-dire que si vous demandez à des adolescents le nombre d'amis qu'ils ont dans leur réseau d'amis
proches et éloignés, vous avez une énorme variabilité. Mais encore une fois, je le répète, c'est une population très complexe à étudier parce vous avez une variabilité très très forte. Alors, certes, il y a moins d'interactions sociales dans un certain nombre de contextes. Je rappelle simplement qu'en tout cas, quand ils sont scolarisés, des interactions sociales physiques réelles, ils en ont tout le temps. Je veux dire, en fait, c'est un peu un mythe de croire qu'ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Et je rappelle, si on, j'ai pas forcément d'études en tête qui le montrent de façon aussi claire que ça, mais je rappelle aussi que ils utilisent les réseaux sociaux comme on utilisait le téléphone quand on était jeune. Hein. On passait notre journée avec notre cercle d'amis et la première chose qu'on faisait quand on arrive à la maison, c'est décrocher le téléphone. Alors le téléphone était encore filaire à ce moment-là et on passait 3 heures au téléphone avec les personnes qu'on venait de quitter. Bon, ben, en gros, ne fantasmons pas ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Hein. Pour la plupart du temps, ils sont quand même en interaction avec leur cercle d'amis. Et quand on regarde les interactions et les personnes avec qui ils ont des interactions, pour 90%, c'est des interactions avec les personnes qu'ils connaissent dans la vie réelle. C'est vrai. Du coup, nous avons encore 182 participants bien présents et bien vaillants. Donc, je pense qu'on peut prolonger de 10 minutes si ça vous va. Bien. Ça me va très bien. Je voulais juste finir parce que je sais que c'est aussi parfois un argument qui est utilisé, qui est de dire que le numérique, c'est pas vrai, ça sert pas pour les apprentissages. Alors je voudrais quand même tordre le cou un peu à cette idée-là et aussi remettre un peu la réalité de l'équipement numérique des élèves français. Parce qu'on entend beaucoup, par exemple, on prend l'exemple de la Suède et on dit, bah, vous voyez, en Suède, ils sont en train de rétropédaler sur le numérique. Alors je dis juste qu'on n'est pas du tout au même taux d'équipement qu'en Suède. En Suède, quasiment tous les élèves, dès l'élémentaire, étaient équipés d'écran, tous les contenus étaient sur écran. C'est pas du tout la réalité des classes françaises. C'est-à-dire que ça, c'est des données ministères. Si vous regardez l'ensemble du premier degré, par exemple, vous avez 4 terminaux fixes pour 100 élèves, si on prend maternelle et élémentaire, c'est-à-dire de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. 9 terminaux mobiles pour 100 élèves. Et donc, si vous agrégez tout ça, ça fait 13 outils écran pour 100 élèves dans le premier degré. Et vous arrivez péniblement à 53 dans le second degré. Donc, c'est pas non plus tous les élèves qui sont équipés partout d'écran avec des classes qui sont massivement faites avec du numérique. C'est pas du tout la réalité de l'école française. Donc, il faut aussi prendre la mesure finalement du fait que quand on dit ah ben l'école doit donner l'exemple, il faut supprimer tous les écrans à l'école, ça n'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipement est faible. Si on regarde ce que ça produit, bah, il y a des très belles études du service statistique du ministère de l'Éducation nationale qui ont été faites notamment au moment du plan numérique. Donc le plan numérique, vous savez, c'est François Hollande 2015 qui voulait équiper tous les élèves de toutes les classes d'équipements mobiles individuels. Bon, ça, c'est pas du tout fait. Hein. Je veux dire, si vous regardez le taux d'équipement réel, ça, c'est pas fait. Mais on peut regarder ce que ça produit. Par exemple, au collège, le fait d'avoir des équipements mobiles individuels, c'est-à-dire des tablettes, une par élève, ou d'avoir des classes mobiles, c'est-à-dire avoir un pool de tablettes que les enseignants peuvent utiliser quand ils font une séquence particulière. Bah, globalement, ça a des effets très positifs sur les apprentissages. L'utilisation du numérique en classe pour des visées pédagogiques, ça a des effets au collège, que ce soit en 5e ou en 4e, positifs sur les apprentissages, y compris sur les apprentissages scolaires fondamentaux. Ici, on parle de l'apprentissage des français et des maths. Et ça marche beaucoup mieux quand on a une tablette par élève que quand on a une classe mobile. Simplement parce que, je ne vais pas vous montrer ces données-là, mais ce que montre cette étude, c'est que quand chaque élève est équipé d'une tablette, globalement, les enseignants se posent beaucoup plus de questions pédagogiques, mettent en place beaucoup plus d'innovations pédagogiques, et du fait qu'ils mettent plus d'innovations pédagogiques, bah, en fait, ça va évidemment au bénéfice des apprentissages des élèves. Et donc, il faut faire attention, c'est-à-dire que en fait, le numérique à l'école, bah, ça marche parce que en fait, la grosse problématique de l'école aujourd'hui, c'est d'avoir des taux d'encadrement qui sont tellement faibles que effectivement, ça pose une problématique de prise en charge de la différenciation pédagogique et que le numérique permet précisément cela. Et il ne faut pas le fantasmer. Hein. Tous les enseignants passent pas tous leurs cours à demander aux élèves à être sur des tablettes. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que sur une séquence spécifique, ils demandent et ils utilisent le numérique. Vous pouvez regarder PISA 2018, c'est génial parce que les gens regardent des fois et ils disent oui, et dans PISA, ça montre que l'utilisation numérique, c'est négatif pour les apprentissages des élèves. C'est exactement l'inverse de ce qui est montré dans PISA. C'est-à-dire que si vous regardez les données PISA, ils montrent que dans chacun des pays, les pays qui utilisent globalement, où les élèves rapportent utiliser
des outils numériques, ils obtiennent des meilleurs scores à PISA. PISA, vous savez, c'est l'évaluation internationale faite à 15 ans sur 60 000, sur une population de 60 000 adolescents de 15 ans dans un certain nombre de pays, notamment les pays de l'OCDE. Et est-ce qu'on peut rien apprendre sur une tablette? Parce que des fois j'entends ça, on ne peut rien apprendre sur une tablette, y compris chez les enfants très jeunes. Bah, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de données dans la littérature qui montrent, par exemple, que l'apprentissage de l'écriture associé à l'utilisation d'une tablette, ça marche beaucoup mieux que faire des lignes d'écriture. Ça paraît pas très surprenant en fait, hein, parce que je vous rappelle la façon dont on a appris à scripter les lettres. On nous a appris globalement à faire des jolies courbes et des jolies lignes d'écriture, mais il y a une chose qu'on ne pouvait pas faire, c'est que comme on était 25 dans la classe, l'enseignant ne pouvait pas être derrière chacun des stylos pour corriger en temps réel notre geste moteur. C'est précisément ce que peut faire une tablette. Et quand vous testez, et quand vous regardez l'effet que produit l'utilisation de ce type de logiciel, si vous le comparez à un apprentissage, ce que vous voyez en haut à droite de cette diapositive, un apprentissage papier-crayon, si vous le comparez à un apprentissage sur tablette, vous apprenez beaucoup plus vite sur tablette et vous apprenez beaucoup mieux à scripter les lettres sur tablette. Encore une fois, vous testez tous les enfants a posteriori sur leur capacité à reproduire des lettres papier-crayon. Donc ça peut paraître contre-intuitif, je sais que ça peut parfois énerver un certain nombre de détracteurs des écrans, mais on peut apprendre avec des écrans dans une séquence pédagogique en classe. Et donc ça ne justifie pas le fait qu'il n'y ait pas d'écran pour les élèves dans une séquence pédagogique. On peut tout à fait utiliser les écrans de façon pertinente au collège. On peut aussi les utiliser pour remédier des difficultés, par exemple en lecture. Ça, c'est une de mes collègues qui s'appelle Irène Altarelli, qui a développé un jeu. Donc, le jeu a été développé par des chercheuses pour développer un certain nombre de compétences qui sont importantes dans la lecture, qui ne sont pas des compétences langagières, qui peuvent être entraînées par des jeux vidéo. Et ce que montre cette étude, c'est que quand vous faites un essai contrôlé randomisé, globalement, vous améliorez les capacités attentionnelles, vous améliorez les capacités de planification des élèves, et ça a des effets positifs jusqu'à 18 mois après l'arrêt de l'utilisation du jeu vidéo, notamment sur les notes en français. Donc on peut utiliser des outils quand ils sont bien conçus, ça a des effets positifs sur les apprentissages des élèves, avec des effets qui sont quand même se maintiennent 18 mois après l'arrêt d'une intervention qui a duré 12 heures. Donc on peut utiliser de façon pertinente le numérique, encore une fois, je le dis, dans un cadre normé, utilisé en classe avec l'aide d'un adulte, mais ça peut être au bénéfice des élèves ici âgés de 7 à 12 ans. On a un certain nombre de données qui montrent que quand on combine des jeux vidéo avec des applications en mathématiques, si on combine des jeux qui permettent de développer des capacités de mémoire à court terme avec des jeux qui visent à développer les compétences mathématiques, on obtient des effets positifs sur le développement des capacités mathématiques qui s'expliquent notamment par des modifications de certaines structures et de certaines activités dans le cerveau de l'élève. On peut aussi utiliser les applications numériques pour diminuer l'anxiété mathématique, puisque vous savez qu'une des difficultés rencontrées par les élèves, notamment en mathématiques, c'est le fait que dans cette matière, on a beaucoup d'anxiété disciplinaire observée chez les élèves, en particulier pour les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Et ce que montre cette étude, c'est que l'utilisation d'outils numériques, en passant par une ludification des activités, permet de diminuer un peu l'anxiété des élèves et donc va favoriser le développement des compétences mathématiques. Donc encore une fois, on peut apprendre avec le numérique. L'idée, c'est d'avoir effectivement une évaluation réelle de ce que produisent les effets de ces outils numériques, mais parfois ça peut être au bénéfice, y compris des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, comme des élèves qui ont des troubles du neurodéveloppement liés aux apprentissages mathématiques, comme la dyscalculie. Ici, c'est une étude qui montre que certains jeux qui ont été spécifiquement développés pour remédier à certaines difficultés des enfants dyscalculiques va avoir des effets positifs non seulement sur les compétences mathématiques, mais entraîne aussi une normalisation du réseau impliqué dans les mathématiques chez les enfants dyscalculiques par rapport aux enfants tout venant. Donc, c'est simplement pour dire que quand on se pose la question des écrans, il faut aussi se la poser sur ce qu'elles peuvent apporter pour certains élèves qui sont en difficulté. Et donc, s'il y a bien un endroit qu'il faudrait sanctuariser sur ce débat sur les écrans, c'est bien l'école dans lequel, fondamentalement, ça ne pose pas de problème d'utiliser des écrans. Encore une fois, quand on évalue de façon exacte l'effet potentiel de ces outils numériques. Donc, il y a une phase d'évaluation qu'il faut avoir, comme quand on évalue une recommandation dans le domaine de la prise en charge d'une pathologie. Donc, c'est exactement l'esprit du rapport qui précise exactement qu'il faut maintenir l'utilisation des écrans à l'école
y compris chez les jeunes enfants, mais que autour de contenus numériques qui ont été évalués, dont on a démontré l'efficacité en termes d'apprentissage pour ces enfants. Et pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire les élèves qui ont des troubles du neurodéveloppement, la question ne se pose même pas. Il faut pouvoir, il faut qu'ils puissent avoir accès à des écrans parce que ça peut réellement les aider au cours de leurs apprentissages. Voilà, je peux peut-être m'arrêter là et simplement vous dire que tout ne marche pas et qu'il y a des évaluations aussi qui montrent très bien que certains outils numériques ne fonctionnent pas pour développer certaines compétences, notamment des compétences mathématiques. Et quand ce n'est pas le cas, ben, il faut arrêter d'utiliser ce type d'outils numériques. Donc il faut faire une évaluation systématique des outils qui sont utilisés à l'école. Ben, merci beaucoup. Donc, Euh, vous voulez dire que Scratch, ça ne fonctionne pas? Alors, Non, mais j'ai pas eu le temps de tout montrer ici, mais globalement, Scratch, ça marche très bien pour développer les compétences de codage des élèves. Mais certains enseignants l'utilisent parce qu'ils développent la pensée analytique comme un moyen de développer un certain nombre de compétences mathématiques. Mais quand on compare des classes qui utilisent Scratch par rapport à des classes qui n'utilisent pas Scratch sur un certain nombre de compétences relatives notamment au CM1, CM2, la division euclidienne, la décomposition des additions et les fractions, il s'avère que les classes qui utilisent Scratch progressent moins que les classes qui n'ont pas utilisé Scratch. Mais c'est une problématique en fait de didactique et de gestes professionnels associés. C'est possible que ça marche, mais sauf qu'il faut avoir les bons gestes professionnels parce que comme c'est pas dédié en premier lieu à développer les compétences mathématiques, en gros, vous prenez du temps, vous pourriez enseigner autrement, et donc ça a plutôt des effets délétères sur le développement de ces compétences. Merci. Très bien. Alors, on a quelques questions. Euh, Une participante demande des références des jeux, activités utilisées pour remédier à l'anxiété mathématique et à la dyscalculie. Ouais, alors Parce le que, problème, c'est que souvent, c'est des jeux qui ont été développés par des chercheurs, ils ne sont pas ah oui, forcément disponibles dans le public, enfin, pour le grand public. Donc, je peux donner les références de l'étude, et ensuite, il faut essayer d'aller contacter les chercheurs pour essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir accès à ces jeux. Après, il en existe quand même un certain nombre qui sont développés en France, notamment la course au nombre, mais qui vont cibler certaines compétences mathématiques spécifiques à certains âges. Donc, il faut aller un peu regarder cette littérature. c'est vrai que d'une façon générale, ce que les études que vous nous avez montrées concernent des recherches et ne sont Oui, pas applicables à l'utilisation des écrans tout à fait. dans la vie courante. Donc, on a du mal Non, mais à se dire, oui, je vais laisser mon enfant jouer à tel jeu et ça va l'améliorer de son appétence à la mathématique. je suis d'accord avec vous, mais quand il joue à des jeux type, il y en a un qui s'appelle Fraction Slicer, je ne sais plus quel nom, le nom en français. Ça, c'est une application qui a été développée par des didacticiens des mathématiques au Québec, qui est disponible gratuitement. Celle-là, il n'y a pas de problème, hein. Si vous leur faites jouer à des petits jeux de mathématiques qui leur demandent de faire des opérations arithmétiques, ça marche très bien pour développer les compétences mathématiques. qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a la même question, y a-t-il un site qui regroupe les bons jeux Non. éducatifs? Eh ben, mais c'est une discussion en cours, notamment pour un certain nombre d'entre nous. Et effectivement, il y a un véritable enjeu, d'une part, d'avoir non pas ce que fait aujourd'hui l'éducation nationale, c'est-à-dire une banque de ressources numériques, mais réellement d'évaluer systématiquement l'efficacité des différents outils numériques avant de les déployer à très grande échelle. Ça, c'est une demande systématique qu'on fait à l'éducation nationale. On n'est pas forcément écouté de ce point de vue-là. Il faudrait qu'on puisse les référencer pour savoir à quelle classe d'âge ça fonctionne parce que ça ne fonctionne pas forcément sur toutes les classes d'âge. Et puis, dernière chose, aussi avoir non seulement ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. C'est souvent ce qui manque un peu dans notre littérature sur ce type de domaine, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour éviter de s'épuiser à réessayer de faire des études qui ont déjà démontré l'inefficacité d'un certain nombre d'outils. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas, mais je sais qu'il y a une réflexion en cours autour de justement essayer d'avoir des mécanismes qui permettent d'informer notamment les parents sur, quand on dit du contenu de qualité, à quoi on fait référence. Je pense que ça rendrait bien service aux parents, ça.
Oui, je pense qu'il faut quelque chose. Alors, la discussion qui est en cours, c'est quelque chose qui ressemblerait au Nutri-Score, mais qui serait un numérique Mm. score qui permettrait de dire, ben voilà, autour de ces contenus, pour ces âges-là, voilà des contenus qui sont au-dessus de, je sais pas moi, A, B, C, D, F. Si c'est F, c'est vraiment très mauvais. Et puis si c'est A, a priori, c'est plutôt, si ce n'est bon, en tout cas, ça n'a pas d'effet négatif avéré sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Il y a un site pour les films, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Benchy Il y a et, Benchy, et qui est très il y a, très bien pour les ouais, films qui est et dessins super, animés et les dessins animés. exactement. Voilà, ben Benchy, c'est typiquement quelque chose qui commence à faire ça. Il y avait Souris Grise qui propose aussi des classements d'un certain nombre de ressources. Mais l'idée, c'est effectivement d'avancer dans cette direction-là pour donner effectivement des moyens de choix pour les parents. C'est hyper difficile. C'est-à-dire qu'on leur dit mettez vos enfants devant du contenu de qualité. C'est pas très simple de savoir quel est le contenu de qualité. Tiffaine, qui est orthophoniste et qui nous dit qu'elle utilise beaucoup le site www.logicieléducatif.fr, qui est très ludique et proche des apprentissages scolaires. Je ne connaissais pas celui-là en particulier. Je dis juste que ce qui est juste, il faut que vous ayez simplement conscience que, en règle générale, c'est pas des jeux sur lesquels il y a eu une évaluation rigoureuse de ce qu'ils produisaient. Maintenant, si c'est très proche des apprentissages scolaires, ça pose pas en soi de problématique. Ce qui est plus complexe, c'est quand ça commence à être des outils numériques qui sont assez distants et éloignés des apprentissages scolaires et dont on vous promet que si vous y jouez, vous allez devenir beaucoup plus intelligent et bien meilleur en mathématiques. Bon, vous voyez, il faut toujours un peu se méfier de ce type d'effet d'annonce. Pour les enfants en difficulté, on a quand même parfois du mal à obtenir le matériel pédagogique adapté. En tout cas, enfin, c'est Alors, pas toujours oui, évident, quoi. non, c'est hyper compliqué et il y a un vrai besoin effectivement de développer les choses. Alors, avec une difficulté particulière, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, en gros, il n'y a pas de marché en France pour les EdTech. Il n'y en a pas, en fait, puisque la seule personne qui peut acheter potentiellement, c'est le ministère. Donc, le ministère, en gros, subventionne les EdTech, mais quand il les subventionne pas jusque à l'évaluation de leurs produits. En gros, de qu'est-ce que ça produit réellement en termes d'apprentissage. Et donc là, on est dans une situation un peu complexe où on a un ministère qui finance des entreprises, des startups pour développer des outils. Alors, ils ont des cahiers des charges pour développer exactement sur la base du programme, mais en fait, on n'arrive jamais. C'est en train de changer. La direction du numérique éducatif est en train aussi de mettre en place un certain nombre de procédures, mais on a un besoin d'évaluation en fait. C'est-à-dire que vraiment, dans le domaine éducatif, on manque d'évaluation rigoureuse sur les effets que ça produit, sur les apprentissages des élèves. Comme autre question, il y avait quand les élèves sont équipés, est-ce qu'il faudrait que les établissements aient une politique très claire d'utilisation, je suppose du temps d'utilisation en classe et surtout du temps d'utilisation pour les devoirs? Je pense qu'effectivement, là, il y a un vrai une vraie réflexion à avoir. Celle qui nous a paru être la plus urgente dans la commission écran, c'est le paramétrage de Pronote. Enfin, je veux dire, c'est délirant aujourd'hui. Pronote, vous avez des messages qui peuvent arriver à n'importe quel moment du jour et de la nuit, avec des adolescents qui déclaraient se réveiller la nuit pour aller regarder sur Pronote si la note de français ou de maths n'était pas tombée. Je veux dire, ça, encore une fois, je veux dire, il y a des choses qui sont complexes à mettre en place. Réguler les plateformes, c'est vraiment compliqué à mettre en place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. La première recommandation du rapport, c'est finalement de responsabiliser les plateformes. Donc on est tout à fait d'accord sur le fait, mais ça se fera à l'échelle européenne, ça prendra du temps. Mais il y a des choses qui sont hyper simples à régler. Le paramétrage de Pronote, c'est à la main des établissements et ça prend 30 secondes de dire plus de messages après 18h30 ou 19h30. Je ne sais pas comment on le paramètre, mais pas de message après 19h30, pas de message pendant les cours pas de message avant 8h du matin. Enfin, c'est extrêmement simple de paramétrer Pronote de telle manière à ce que ça ne soit plus, en tout cas, un générateur de notification qui fait que effectivement ça va interférer avec les activités hors écran. Est-ce que je pourrais juste vous demander d'arrêter le partage d'écran pour Oui, afficher bien sûr, je suis désolé, oui, bien sûr. le lien Je vers le l'arrête. questionnaire Hop, d'appréciation? pardon, je fais ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, on peut peut-être prendre encore deux, trois questions. Les gens commencent à se déconnecter, mais je Oui, vais la afficher le lien pour que les participants puissent
répondre au questionnaire d'appréciation. Il y avait la Le question sur le, retour est toujours précieux pour nous. il y avait la question sur le portable à l'école et le portable autorisé. Donc, il y a une expérimentation qui avait été faite et qui apparemment a des bons résultats. Les résultats ne sont pas encore analysés, mais semblent Ouais, bons, même pour les enfants qui sont parfaitement contents du ouais. système. Et alors après, il y avait la question à partir de quel âge le portable. Alors ça, je pense que dans le rapport, vous allez trouver une des recommandations qui serait un téléphone à partir de 11 ans, mais qui n'est pas accès à autre chose, mais un téléphone qui ressemble au smartphone, sinon ça va pas être facile. Après, c'est à 13 ans accéder avec le contrôle parental sur le Internet et à 15 ans des réseaux sociaux éthiques, c'est ça, Grégoire? Ouais. Alors, peut-être répondre sur les deux questions. La première, c'est qu'effectivement, il y a des expérimentations en cours. Vous avez vu que la ministre a annoncé la généralisation de l'interdiction du portable au collège. C'était une des recommandations. Il est probable que ça ait des effets positifs, parce que ça limite les sources de notification et donc d'interférences potentielles. Encore une fois, accompagné à une modification de pronote, hein, parce que sinon on aura la même problématique sur l'utilisation des tablettes qu'ils ont dans le cadre qui sont donnés par les établissements. Et sur la question des portables, on a essayé de mettre surtout ce qu'on a essayé de faire passer comme message, c'est qu'il faut une progressivité. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une progressivité sur les usages de ces téléphones et sur l'autonomisation par rapport au téléphone. On sait bien que les familles, en règle générale, au moment de l'entrée au collège, donnent un portable à l'enfant parce qu'ils ont besoin, il est beaucoup plus autonome dans ses déplacements et que donc c'est une source d'anxiété pour les parents. Donc là, la suggestion, c'était de dire, bah, à ce moment-là, donnez-leur un portable qui leur permette d'appeler et d'envoyer des SMS, mais leur donnez pas tout de suite l'open bar total sur des données, l'accès à tous les réseaux sociaux et à Internet. Ensuite, progressivement, de lui laisser l'utilisation d'Internet toujours avec du contrôle parental et à partir de 15 ans, l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, on a dit éthique, mais c'était en fait pour renvoyer les réseaux sociaux dans les cordes. C'est-à-dire qu'en fait, ça devrait être une évidence qu'ils n'utilisent pas des algorithmes qui vont favoriser la connexion extrêmement longue des mineurs sur les réseaux sociaux. Enfin, on est quand même face à des gens qui n'ont vraiment aucun scrupule. Donc, quand on dit réseaux sociaux, c'est simplement de dire changez vos algorithmes. Enfin, à partir du moment où vous allez vérifier l'âge de vos utilisateurs, vous pouvez créer des algorithmes dédiés pour ces utilisateurs de telle manière à ce qu'il n'ait pas un certain nombre de caractéristiques des algorithmes que vous utilisez avec des majeurs, même s'ils le déplorent, y compris pour les majeurs. C'est-à-dire que c'est pas normal que les seules utilisations finalement de l'expérience utilisateur soient dédiées à nous connecter le plus longtemps possible sur ces réseaux. Et donc, quand on parle de réseaux sociaux éthiques, c'est simplement des réseaux sociaux qui effectivement considèrent qu'il y a des mineurs avec des facteurs de risque. Et comme ils ont des facteurs de risque, ben, on évite d'avoir les mêmes algorithmes qu'on utilise chez les majeurs. Alors, TikTok vous dira qu'ils n'utilisent pas les mêmes algorithmes, mais comment dire, j'ai du mal à être totalement en confiance avec eux. Bien. Fabienne? Euh, je n'arrive pas à partager le questionnaire, j'ai mis dans le chat, sinon on le renverra. J'avoue qu'il y a beaucoup de Le reverra. gymnastique ce soir, j'ai pas réussi à le récupérer. Ben, je pense que on va peut-être En attendant, on a eu beaucoup d'effets positifs, beaucoup de commentaires positifs et de remerciements déjà. voilà, bah écoutez, on va vous remercier. Il y a quand même beaucoup On de a pu le remerciements. télécharger, hein, on a pu le télécharger et répondre déjà. Oui, bah, je Le l'avais mis dans le QR code était chat hein, passé pour tout ceux à qui... l'heure Non, mais je et voulais l'afficher pour que les gens puissent le prendre en photo avec leur smartphone. C'est plus rapide, mais sinon, sinon effectivement, je l'avais mis dans le chat. Moi, j'avais une petite réflexion parce que je suis un peu multi-finder avec tout ce qu'on me demande de faire, là. En fait, vous avez parlé de lecture, mais en fait, les adolescents, ils lisent beaucoup sur les smartphones, hein. Moi, c'est une des raisons pour le fait que je me suis accroché avec la présidente du Conseil national du livre. Je refuse maintenant d'y siéger à cause de ça, parce que je trouve qu'effectivement, elle ne prend pas en considération que sur un certain nombre de réseaux sociaux, les adolescents lisent. Alors, ils lisent peut-être pas de la grande littérature, je suis d'accord là-dessus, mais en fait, ils utilisent quand même ce média pour accéder à du texte.
Et ils Bah, scriptent aussi, et enfin, même, ils ils lisent écrivent. aussi des tribunes de journaux, Non, ils mais lisent bien des sûr, revues de presse. on est entièrement d'accord. Et ils s'informent avec un certain nombre à travers Hugo Décrypte notamment, qui fait un super travail de ce point de vue-là. Donc, c'est aussi caricatural de dire qu'ils ne s'informent pas. Et je suis Un entièrement jour, d'accord. ils avaient invité sur France Inter sur le 13-14 des adolescents. Et après, ils leur ont demandé ce qu'ils pensaient du journal. Et en fait, ils ont dit que c'était trop long, qu'il fallait des formats plus courts, que s'ils faisaient des publications sur les réseaux sociaux, ils s'intéresseraient. Mais quand même, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'ils ne lisaient pas les journaux, qu'ils n'écoutaient pas la radio, mais qu'ils cherchaient quand même de l'information sur leur smartphone et qu'ils étaient capables de chercher un article dans la presse, une tribune, et tout ça, ça peut se trouver. Hein, puisque il y a des parents qui ont des abonnements, donc ils lisent quand même de la presse sur leur smartphone ou sur leurs écrans. Je sais pas s'ils sont très nombreux quand même. Oui, bah, enfin, moi j'ai une petite ado à la maison, hein, donc effectivement elle suit un influenceur qui reprend les actualités pour les expliquer et, euh, et effectivement, enfin je vois bien qu'elle est quand même au courant de certaines choses parce que même si elle passe assez peu de temps avec ses parents, c'est ce qui est normal il paraît, je vois bien qu'elle intègre quand même un certain nombre de choses. Voilà. Après, Ouais, elle passe du temps sur son smartphone et ça m'agace, Il y a mais bon. des, il y a effectivement des communications qui vulgarisent certaines informations. non, et quand même, je pense qu'il faut qu'on fasse attention pour travailler beaucoup avec la population adolescente. Ils sont très très exposés en fait aux messages sur les écrans. Très très fortement. Et c'est très anxiogène pour eux. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont pas du tout, je dirais, c'est pas du tout quelque chose qu'ils mettent de côté. C'est-à-dire que l'idée qu'ils sont tous en train de devenir débiles parce qu'ils passent leur temps sur les écrans, c'est quelque chose qui les impacte réellement. C'est-à-dire que quand je viens faire des conférences et que je leur explique la réalité des données qu'on a, il y a une forme de soulagement. C'est-à-dire de pouvoir leur dire, mais en fait non, vous n'êtes pas en train de devenir débile. Pour autant, si vous avez des facteurs de risque, c'est problématique. Faites attention, votre cerveau est un cerveau très vulnérable. Vous ne gérez pas aussi bien que nous l'exposition à du contenu qui n'est pas du contenu approprié à votre âge et ainsi de suite. Il y a un vrai besoin aussi de les rassurer. Et il y a un vrai besoin dans notre société quand même d'avoir un regard quand même plus bienveillant sur cette population. Qu'est-ce qu'on a notre regard est quand même particulièrement négatif sur cette population. Alors qu'ils sont quand même extraordinaires, les adolescents, par ailleurs. Je veux dire, ils font plein de trucs géniaux. D'où ton En tout cas, livre. merci beaucoup. On a Ouais. beaucoup de retours très positifs et je pense que c'est bien que des pédiatres qui voient à longueur de journée des enfants, des parents, des adolescents aient cette information éclairée Ça sur... va détendre les consultations. voilà. Ben, en tout cas, merci à vous d'avoir répondu à notre demande. Merci Avec un grand plaisir. François-Marie, Merci qui beaucoup. est toujours là pour nous transmettre les dernières informations. Et ben, on a quand même eu jusqu'à 192 participants. Là, il n'y en a plus que 119. Ils sont peut-être allés manger. Et Ah oui. puis, ben, il est temps Et dormir. d'arrêter notre temps d'écran. Et il faut arrêter vos écrans. Non, non, pour 2 heures avant de clamer la télé. Alors, il y en a On qui m'ont C'est dit que ça. le débit était un peu rapide, mais promis, il y aura le replay et peut le Oui, je passer suis en la désolé. deuxième silence. fois, ils pourront Pour le récupérer ralentir, les le informations mettre qu'ils en n'auront mode pas plus eues lent. Oui, ce mettez en soir. moins 0,75. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à Merci toutes et à à vous. Merci tous. à vous. Bonne Plutôt, soirée à Merci D'accord. tous. beaucoup. Bonne Merci. Au soirée. À revoir. bientôt.